nous allons évoquer avec vous trois les souvenirs autour du canal de Suez. Alors, je vais demander, si vous me le permettez, au plus âgé de nous expliquer, lui, quel est le rapport de la famille Langlois avec le canal de Suez. Elle est ancienne ou non? Elle est ancienne, oui, puisque ça date de 1934. Mon père avait fait marine marchande. Il était capitaine au long cours. Il a navigué un certain temps dans les différentes mers du Chine ou autres. Et il a été recruté en 1934 à la compagnie du canal de Suez en tant que pilote. Donc sa première affectation a été à Port Saïd, puisque les pilotes commençaient au port de Port Saïd pour se familiariser avec le métier. Donc en 1934, il est arrivé à Port Saïd comme pilote. Il y a été à Port Saïd jusqu'en 1939. En 1939, comme vous le savez, il a eu la déclaration de guerre et entre-temps, il a été muté à Ismaïlia, mais il a été mobilisé après en Syrie pendant la guerre. En 1939, en 1940, l'armistice, il a été démobilisé. Il s'est aussitôt engagé dans les forces navales françaises libres et il est reparti donc pour une campagne jusqu'en 1944-45. Il est retourné à Ismaïlia comme pilote après, jusqu'en 1956, date de la nationalisation du canal. Donc la famille ancienne, ça date de 1934. Mon frère, moi je suis né en 1931, donc j'y suis arrivé, j'avais 3 ans, mais mon frère est né, non pas là-bas, mais pendant que mes parents étaient au canal. Alors donc la famille Langlois, c'est de 1934 à 1956. Alors, vous êtes né, vous Moi, je suis né à Rouen, comme toute la famille. C'est mon frère, ma sœur qui n'est pas là, et moi-même, on est tous nés à Rouen parce que notre grand-mère habitait Rouen, donc la mère de ma mère. Mais je suis parti en Égypte, j'avais 3 semaines, oui. Et la guerre est arrivée juste au moment où j'avais juste à ce moment-là. Donc je suis resté à Ismaïlia jusqu'en 1945, où on a commencé à revenir de temps en temps en vacances en France. Très bien. Monsieur Pollard. Mon père, qui était officier de marine marchande, comme Monsieur Langlois, là, donc messager maritime, en fait, il est entré comme pilote en 1934 également, voilà, à la fin. Mais la différence, c'est qu'il a épousé en 1934 donc ma mère, qui était la fille du chef du transit de l'époque. Et son père est arrivé en 1906 là-bas. Hein, donc ma mère est née là-bas, hein, et depuis, donc, alors le transit, ce qui était enfin, la direction du transit était assurée par des officiers de marine, donc marine militaire. Tout ça, je ne savais pas, je l'ai appris plus tard, là, et ils dirigeaient les pilotes qui, eux, étaient des capitaines au long cours de marine marchande. Est-ce que je peux vous poser donc à vous une première question, en remontant plus haut? Est-ce que dans votre famille, vous avez entendu par la génération d'avant, par celle de vos parents, des choses sur justement la vie ancienne au canal, la plus ancienne? Quels sont les souvenirs qu'on vous a racontés, des traditions orales familiales? La tradition, la vie. Ben, écoutez, c'est un petit peu spécial parce que c'est maman qui était là, quoi, la première. Voilà. En tant que fille du chef du transit, il a eu toute une enfance, une jeunesse dorée, on peut dire, qui est un peu quand même très spéciale, quoi. Donc, il y a eu une très belle maison, des festivités. Quand on revoit les expéditions en voilier, enfin, on est passé la journée en voilier de l'autre côté, on les voyait arriver là-bas. Il y avait le sous-fragui de la compagnie qui était là, qui servait. Les tables étaient mises sur la plage, quoi. Il y avait le gramophone qu'on voit d'après les photos, c'est quelque chose de impensable maintenant, quoi. C'était très spécial, quoi. Je veux dire, très... Est-ce qu'il vous a raconté, alors on comprend bien la vie quotidienne, vous avez des souvenirs donc de vie dorée, mais est-ce qu'il vous a raconté des choses, par exemple, est-ce que par hasard, votre mère vous a raconté des choses justement sur ses parents, hein, sur, vous voyez, encore y compris, vous voyez, beaucoup plus avant. C'est-à-dire, oui, qu'il recevait beaucoup, hein, et alors, bon, ce qu'il disait, comment dirais-je,
c'était ma grand-mère qui était là-bas, était très chrétien à l'époque, et la compagnie du canal, les présidents, tout ça, étaient des gens très de Vaugué, tout ça, qui étaient des amis de mon grand-père. Enfin, mon grand-père était l'ami du marquis de Vaugué, là. Et donc, on a dit quand même d'aider la compagnie à construire une église, d'abord à Ismaïlia. L'histoire familiale raconte que c'est ma grand-mère qui a dit, là, un président en passant, qui passait chez eux à cette époque-là, mais les employés de la compagnie, vous leur faites des belles maisons et tout, mais le bon Dieu, il n'a pas de maison et tout. Alors en 29, ils ont reconstruit ça, et puis, donc qu'est-ce qu'elle racontait? Et puis sinon, alors, si ce qu'elle me parlait beaucoup, s'occupait de ce qu'on appelait la bienfaisance. Alors maintenant, c'est un terme qui n'est pas très bien vu, quoi, si vous voulez. Mais donc ma grand-mère, avec d'autres dames, avait institué quelque chose avec la compagnie du canal qui payait tout ça, là, une voiture, chauffeur et tout ça, une camionnette, là, pour aller passer de la nourriture dans les quartiers pauvres, mais qu'on appelle très pauvres, quoi, les torchis, les bateaux des quartiers égyptiens. Et il y avait une sœur de l'hôpital et qui était là quand il y avait des soins médicaux à faire. Et plusieurs fois, quand j'avais 8-10 ans, là j'ai accompagné ma mère, là, il y avait des grands sacs de riz, des sacs de fèves. Là on disait telle famille, il faut donner une ration de ceci, de cela. Et alors, bien entendu, des familles de toute origine. Ah oui, ça c'était absolument pas de... Oui, c'était la famille arabe, c'est tout. C'était vraiment des Arabes qui n'étaient pas du tout la compagnie, qui n'avaient rien à voir, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus pauvre dans le quartier. Oui, ça n'a rien à voir avec la compagnie, ce n'étaient pas des ouvriers de la compagnie. Non, les ouvriers de la compagnie donc, étaient soignés à l'hôpital, le grand hôpital de la compagnie, et ensuite il y avait un dispensaire en ville qui était payé par la compagnie, qui soignait les Égyptiens qui n'étaient pas de la compagnie, qui étaient choisis. Et là, c'était encore vraiment pour le bas de gamme, c'était là pour les gens, les maisons en torchis, de trucs. Là, j'ai encore ça me reste comme souvenir, quoi. C'était vraiment très, très pauvre, quoi. On va changer de sujet, oui. Et puisque vous êtes tous des enfants de pilotes, ouais. Racontez un peu des choses que m'ont dit vos pères sur le pilotage, hein, y compris des problèmes, des choix ou des choses comme ça, s'ils en parlaient. Hein, c'est-à-dire uniquement, si vous voulez, ce que vos pères vous ont dit sur le pilotage. Je ne sais pas qui veut... Je veux bien commencer, hein, c'est pas... Nous, on habitait tout... Alors, on est un petit peu particulier peut-être, enfin tous les deux, puisque avec mon frère, mon père avait choisi une maison tout près de ce qu'on appelait la marine à l'époque, et la marine, c'était le centre qui organisait, si vous voulez, les convois, etc. Et on était à 100 mètres de là. Donc, je dirais, le premier truc, c'est qu'il y était très souvent pour voir où il en était dans ce qu'il allait avoir comme planning, enfin, etc. Donc ça, c'était sur le plan administratif. Autrement, comme affaire de pilotage, il y avait une pilotine qui partait de là et qui les emmenait sur les bateaux pour qu'ils prennent en charge le pilotage du bateau. Alors, pour les traversées, effectivement, comme vous le dites, il y avait les incidents qui pouvaient y avoir. Mon père ramenait, si vous voulez, comme impression générale, c'était peut-être son caractère, que c'était facile. Qu'on mettait un pilote là-dedans, mais qu'à la limite, il n'y en aurait presque pas eu besoin, et que les gens, et peut-être qu'en 1956, justement, ça a été très exagéré, parce que quand les pilotes sont partis, on a dit c'est fini, c'est foutu, on les a remplacés du jour au lendemain, et ça n'a pas été foutu du tout. Donc lui, il revenait avec l'idée que c'était facile. Ceci étant, des incidents, il y en avait. Il y avait des bateaux qui passaient comme le Pasteur. Il y avait des gros bateaux qui passaient, et qui étaient juste limite compte tenu de la possibilité du canal à l'époque, et qui, à chaque fois, s'échouaient. Donc, dans les échouages, il y avait effectivement quelques bateaux, et je me rappelle du Pasteur comme étant celui-là. Et puis voilà, et puis il y avait des convois qui partaient sur l'Indochine à l'époque aussi, parce qu'il y avait la guerre en Indochine, il y avait des convois militaires, et il y avait de temps en temps des bateaux un peu importants aussi, qui étaient délicats. Donc c'était pour vous dire que globalement, il trouvait que c'était facile et que c'était à la limite qu'il était inutile, puisqu'il avait rapporté un jour, mais en plaisantant, parce qu'il aimait bien plaisanter, ce n'était pas tout à fait la vérité vraisemblablement, il pilotait un bateau italien,
Et il dit, j'ai été me coucher, j'ai dit au timonier, mezzole boy. Et puis moi j'ai été me coucher. Le bateau ne devait pas être très grand, et il a exagéré, il a peut-être dit ça 10 minutes, ou bien c'était pour plaisanter, mais enfin, c'était l'idée générale. Or qu'il y avait des pilotes qui considéraient que le métier était extrêmement dangereux, extrêmement délicat, et qu'il ne pouvait pas être confié à n'importe qui. Mais ça, c'est des questions de tempérament, le métier est le même pour tout le monde. Mais c'était une question de tempérament. Donc voilà, des échouages, oui. Et puis alors, c'était quand même aussi, il y avait autre chose qui était... Ils partaient en convoi, surtout à la fin, hein, et le trajet était à peu près 6 heures en bateau, pour faire Ismailia-Suez ou Ismailia-Port Saïd. Mais comme on attendait qu'ils avaient à peu près un quart d'heure, une demi-heure entre chaque bateau, et que c'était des petites camionnettes de 6 ou 8 pilotes qui revenaient, si vous étiez le premier, il fallait attendre le 8e. Oui. Donc ils plaisantaient aussi en disant qu'on mettait plus de temps à rentrer de Port Saïd pour faire 100 km en voiture que de faire les 6 heures en bateau. Voilà. Mais quand on était le dernier, ce qu'il espérait toujours, c'est de pouvoir rentrer le plus vite possible. Voilà, autrement, je dirais, on pourrait en parler longuement, mais enfin, je dirais que voilà l'état d'esprit dans lequel il était. Mais, je sais pas, Laurent, vous avez des choses à ajouter? Ben, écoutez, donc, je suis tout à fait d'accord parce qu'on a beaucoup parlé des pilotes qui étaient les grands spécialistes et tout, indispensables, on ne pouvait pas la trouver. Et papa était tout à fait d'accord, avec ce que tu viens de dire. Et il dit, c'est pas vrai, il faut se rappeler que les premiers pilotes étaient les patrons des remorqueurs et des trucs comme ça. Et il disait, bon, il faut être marin, un bon marin, mais des pilotages, il y a des endroits beaucoup plus difficiles. En Seine, là, dans le mauvais temps et tout, c'est beaucoup plus difficile. Mais alors, la compagnie employait des capitaines au long cours, là, et qui étaient les meilleurs du monde, ce qui permettait aussi de demander un tarif conséquent, parce qu'on avait les meilleurs, c'était vraiment les meilleurs. Mais certains collègues étaient... Alors, il y a une question peut-être un petit peu délicate, mais si vous ne pouvez pas répondre, tant pis. Il se trouve que à l'exposition de Marseille, ils vont évoquer un incident qui s'est passé à l'entrée du côté... le pont d'Alferdane. Pardon? Le pont d'Alferdane, non? Alors vous allez me l'expliquer ce que c'est. Voilà. Avant, je vous dis ce qu'il m'a demandé. Il se trouve qu'un très grand journaliste dont vous avez évidemment entendu parler, qui est Albert Londres, Oui. et qui est mort dans un incendie à l'entrée du canal de Suez, et il est mort en 1939. Alors est-ce que par hasard, vos pères, enfin les deux, auraient entendu parler, enfin ils sont pour rien, de cet incendie qui a beaucoup marqué en France, étant donné la personnalité d'Albert Londres, en particulier pour les Marseillais. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de cet incendie de... Non. Pas du tout. Non. Mais... Non. Mais je venais de naître, hein, alors donc... Non, j'en ai entendu parler plus tard. Pas entendu parler plus tard. Moi j'avais 8 ans, mais j'en ai pas entendu parler non plus. J'ai entendu parler, après j'ai lu des choses après, oui. Mais sur le moment... des gens de là-bas, on n'a rien entendu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il on n'y n'en a parlait aucune pas. tradition orale là-dessus. Non. Voilà. Moi je voudrais rajouter une chose sur le truc du Canada, sur le plan de la vie familiale des pilotes. Oui. Parce que comme les pilotes ne savaient jamais à quel moment ils allaient être appelés, pour ma mère, c'était très difficile d'organiser un dîner ou une soirée parce qu'elle ne savait jamais si mon père serait là ou il ne serait pas là. Parce que quand il y avait des invitations ou trucs, il venait ou il venait pas parce que c'était pas fixe. On ne pouvait pas dire le pilote, ça sera à 9h du soir tous les jours. Donc c'était assez compliqué sur le plan de l'organisation de la vie familiale. Et vous avez un deuxième truc, c'est les pilotes, pour ajouter à ça. C'est qu'il y avait, et ça c'est le bruit qui revenait de temps en temps, qu'on entendait ici ou là, même quand on est jeune, c'est qu'on les voyait, parce que les gens ne se rendaient pas compte qu'ils pilotaient la nuit aussi. Oui. Donc les employés du bureau travaillaient la journée, et les pilotes, il y en a qui étaient libres. Et je me souviens, mon père, quand il allait au cercle boire un coup à 11h du soir, à 11h du matin, truc comme ça, il y avait 2-3 pilotes qui étaient là, et les autres disaient, oui, vous évidemment, on comprend, vous avez du temps libre pour le faire. Mais le trajet avait toujours lieu la nuit? Pas toujours, non, c'était des convois. Il y avait des périodes. Ah oui, c'est ça. Donc c'était pas, mais la nuit, y compris, il n'y avait pas d'arrêt. Oui, c'est Ce qui fait qu'ils pouvaient partir à 8h du soir pour rentrer à 8h du matin le lendemain, quoi.
Mais ça, quand il se réveillait à 3 h de l'après-midi, les gens se disaient il ne faut rien parce qu'il est là au cercle de la voile, il est là à la plage, il joue aux cartes. Enfin. D'accord. Et ils étaient un peu jalousés aussi parce que les autres les considéraient comme les seigneurs de la compagnie. Les pilotes, c'était vraiment la raison d'être de... Et ils étaient considérés, c'est vrai. Alors, il y a un épisode que vous vouliez me raconter, et puis quand je vous ai posé la question, racontez-moi cet épisode. Ah non, mais c'est juste, je pensais que c'était à ça que vous allez faire allusion, parce que ça a été un incident qui a été... Il y avait des bateaux qui s'échouaient, mais quand ils s'échouaient, j'allais dire d'une façon lambda dans le désert, un petit peu, pouf, il y avait les remorqueurs qui venaient, qui les retiraient. Mais il y en a un, une fois, et je ne me rappelle plus le nom, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas le pasteur, mais je ne le garantirai pas. Il y a un pont chemin de fer qui traversait au nord d'Ismailia, en allant d'Ismailia vers Port Saïd, à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres d'Ismailia, qui était un pont qui allait au Sinaï. Donc c'était le seule façon de passer de l'Égypte, de là au Sinaï. Et il y a un bateau qui a trouvé le moyen de s'échouer juste à ce moment-là et de le détruire. Donc là, on en a parlé beaucoup plus qu'un bateau qui s'échouait, je dirais, un petit peu. Et c'était pas mon père qui l'a foutu au sec. Non. Non, mais je peux te dire qu'on en a beaucoup parlé dans la revue Timsa, là, où on en parle aussi. Il y a les photos. Non, c'était à Niarchos, là, le World Peace, un pétrolier, le World Peace, un pétrolier en plus. Hein. Et donc le pont s'ouvrait comme ça, et avec le vent, il a dérivé, et il s'est retrouvé avec la moitié du pont, une partie du pont cassée qui était sur le dessus. Et donc sur un pétrolier, pour découper ça après au chalumeau et tout, ils ont réussi, ça a duré. Et ça a duré très longtemps, voilà. En 48 heures quand même, ils ont réussi. Moi je trouve qu'avec les moyens de l'époque, là, et ils ont sous une pluie, ils avaient arrosé, et les gens ils découpaient sous la pluie. Alors ça, c'est la tradition orale ou est-ce qu'on en a parlé dans les Non, c'est ce que les parents racontaient. On le lit dans Timsa. Dans Timsa, tout est raconté. C'était peut-être dans les journaux, mais on était peut-être un peu jeunes pour lire les journaux. Le Canal, la revue Le Canal. Le canal qui était officiel, où on raconte justement ce... Et pendant la guerre, il y a quand même eu un bateau qui a sauté sur une mine aussi. Parce que plusieurs, oui. Le trafic a évolué progressivement à partir du moment où il devenait de plus en plus important. Il ne pouvait plus y avoir, je dirais, je me présente et je passe, quoi. Ils ont été amenés à organiser des convois et les organiser de plus en plus organisé, si je puis dire. C'est réglementé en convoi, je dis, de plus en plus réglementé. Je ne vous garantirai pas, parce que moi, je n'en ai pas entendu particulièrement parler, que c'était complètement erratique, je me présente et je passe. Je pense qu'il y avait toujours une organisation pour essayer de les faire passer. Mais le canal s'élargissant, avec des canals dérivés, avec des mouillages possibles que tu connais puisque tu es passé, les choses se sont plus organisées et les convois devenaient de plus en plus, devenaient la norme totale et c'était des véritables convois. Et celui qui organisait le point de départ, soit pour Saïd, soit à Suez, c'était qui? C'était un ancien pilote? Non, c'était les officiers de marine nationale. C'était les officiers de marine, ce qu'on appelle le transit, du transit, qui était à Ismailia. Et qui gérait, alors j'ai retrouvé c'est un peu comme les trains, ils tiraient des trains, il y a tout un graphique que je ne comprends pas, quoi, sur lequel il y avait des pages entières, et j'ai pu en récupérer un, là, pour savoir comment c'était géré. Et donc c'était des convois, là, je veux dire, parce que moi je suis personnellement capitaine au long cours, donc j'ai passé toute ma vie sur l'eau, donc ça m'a, toute cette partie-là, là. Et donc alors, mon père me disait qu'à l'époque il n'y avait pas de radio. Donc il y avait une vigie qui était dans l'immeuble de la compagnie de Port Saïd, qui est célèbre, enfin c'est avec les trois mosquées. Et dans le haut, il y avait une vigie, et il y avait une personne avec des jumelles et des longues vues, vraiment, pour voir les bateaux qui arrivaient, parce qu'ils avaient reçu un télégramme en disant qu'un bateau a arrivé cette nuit, quoi. Mais savoir que, comme il passait dans l'ordre d'arrivée, c'était important de savoir. Alors, le bateau, quand il arrivait, comme il n'y avait pas de radio, il mettait son indicatif, c'est-à-dire qu'il y a 4 lettres, chaque navire, c'est international, a son indicatif, donc il y avait des pavillons, qui mettaient 4 lettres, et à côté, le pavillon G, Golf, qui dit « Je demande le pilote », quoi. Je demande un pavillon damier jaune et vert. Bon, et alors, il voyait ça, donc il voyait le nom du truc, il le marquait. Et ça, c'était de la liste des bateaux qui étaient arrivés à Port Saïd. Et d'un autre côté,
lorsque les pilotes avaient passé là, ils retombaient en bout de liste, en fin de liste, quoi. Celui qui avait traversé le canal, qui avait ça, se retrouvait. Et après, bon, il y avait les deux listes, la liste des navires et la liste ça, sauf si dans la liste, il y avait un bateau comme le Pasteur ou comme un bateau spécial, où là, on mettait quelquefois deux pilotes, et puis des pilotes, capitaine, pilote major. Oui, c'était pour ça que... C'était les plus anciens, mais sinon, c'était la liste, ils se suivaient les uns... C'est pour ça que les convois étaient moins organisés, comme vous voyez au début, parce que s'il fallait regarder à la jumelle le premier qui arrive, et puis c'était plus pareil que quelque chose qui était déjà planifié depuis le port d'embarquement, enfin depuis Marseille ou Dunkerque ou je ne sais où on savait... où on sait maintenant l'heure exactement où il va arriver. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Il n'y avait pas les moyens, donc il fallait... Il y a pas de communication. Et quand il y avait un bateau de guerre français qui passait, ça ne pouvait être qu'un pilote français qui... Ah, voilà. Qui monte. Et alors, quand il y avait un bateau de guerre étranger, quand il y avait un bateau de guerre anglais, c'était n'importe qui. C'était presque n'importe qui. Il faut dire que quand même que bon, le canal c'était pas français le canal. Non, non, bon, enfin, universel. C'était quand même le pâté de cheval à l'ouette. Hein, oui, mais alors, une anecdote là qui va peut-être faire plaisir à la marine. Mon père me racontait, moi, qu'il avait piloté une fois un navire de guerre français et une autre fois un navire de guerre américain. Et il me disait, ça n'a rien à voir. Quand on était sur le bateau de guerre français, le pilote il disait, venez un peu, venez à droite, allez, venez à ça. Il y avait l'officier, le lieutenant de cœur qui était là, qui disait, commandant, le pilote pense qu'il faudrait venir. Alors le commandant disait au lieutenant, d'accord, je suis d'accord, vous pouvez venir. Alors le lieutenant s'adressait à l'homme de barre, il lui donnait l'homme de barre. Alors papa était fou, parce que le temps perdu, tout ça, parce qu'avec les Américains, c'était ric-rac. Et alors, je ne sais pas, oui, le gyropilote, ça vous dit quelque chose, peut-être le pilote automatique sur le navire, et c'était les débuts, les tout débuts. Et mon père aimait bien les choses modernes là-dedans. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez naviguer, vous naviguez très bien, mais ça ne se passe jamais dans un canal ou dans une rivière, enfin jamais. Oui. Ça se passe plutôt en pleine mer, mais ça gouverne très bien, parce que l'appareil, il ne se fatigue pas par rapport à l'homme de barre et tout ça. Et lui, il avait pris une initiative, il avait dit, il n'y a pas de raison, lorsqu'il y a des lignes droites dans le canal, c'est mieux parce que le timonier, l'homme de barre, là, est habitué à naviguer comme ça, donc ça va aller mieux comme ça. Alors il a dit ça au commandant américain, qui a dit qu'il ne faut pas qu'il regarde devant, mais on va lui dire tel cap, quoi, tel cap, tant de chiffres exactement. Alors, le commandant a fait mettre l'étape fermer tous les hublots de la passerelle avec des tapes métalliques, enfin des tapes de guerre, quoi, et carrément fermées. Et le timonier, il naviguait comme il avait l'habitude. Mon père lui disait 352, il venait au 352, c'était... mais ça, c'était un truc impensable sur un bateau français. D'accord. Enfin, alors, on va maintenant, s'il n'y a plus rien à dire sur cette partie-là, passer peut-être à la deuxième grande séquence qui est la Deuxième Guerre mondiale. Alors peut-être je vais m'adresser aux plus anciens, puisque lui, il a connu, il avait 9 ans ou 10 ans quand la guerre a éclaté. Qu'on commence à nous raconter, donc d'abord lui, vous deux, vous êtes... Oui, moi, c'est pas une mémoire directe, c'est une mémoire entendue. On va commencer par la mémoire directe. Alors... Monsieur Langlois, vous qui avez eu la chance ou c'est le privilège de l'âge. Oui, privilège, j'aime mieux le privilège. Alors, en 1939, j'avais donc 8 ans. La guerre s'est déclarée, mon père a été mobilisé, et il a été mobilisé en Syrie. Donc je suis parti, il est parti à l'Attaquié, il a commandé la base de l'Attaquié pendant la durée de la guerre jusqu'en 1940. Jusqu'au moment où il a été démobilisé. Démobilisé, il est revenu au canal, mais il n'est pas resté longtemps parce qu'il s'est... Alors, il est revenu au canal, est-ce que vous vous rappelez... Enfin, oui, vous vous rappelez, peut-être pas, mais est-ce que, je ne sais pas, votre mère vous a dit à quel moment il est revenu de façon précise Ah non, à l'armistice en 1940, il est pratiquement il s'est aussitôt engagé dans les forces navales françaises libres.
Donc il n'est pas revenu piloter pratiquement Mais il n'est en jamais 40. revenu piloter. Non, il est revenu piloter après la guerre, en 45. Oui, Mais d'accord. de 40, quand il s'est engagé dans les forces navales françaises libres, il a commencé par naviguer un peu sur le cap d'Espérance, autant que je me souvienne, ou le cap Saint-Jacques, je ne me souviens plus comment il s'appelait, peu importe. Et après, il s'est engagé au régiment de fusiliers marins. Il a fait toute la campagne de Libye, d'Italie et de France. Et là, en 45, bon, le canal l'a rappelé quand même. Parce qu'ils avaient quelques pilotes. Il y avait M. Husneau aussi. Et il est revenu piloter en 45 à Ismaïlia. Bon, alors, pour vous, ça paraît évident, mais ce n'était pas forcément évident immédiatement de s'engager dans les Français, dans les forces françaises libres. Oui. Puisque, comme vous le savez, hein, vous êtes très au courant de la question, de l'autre côté, hein, les Français de Syrie et du Liban ne sont pas du tout engagés. Enfin, il y en a plusieurs qui sont engagés, mais en majorité, ils ne sont pas engagés. Alors pourquoi est-ce qu'à votre avis, votre père... Parce qu'il n'admettait pas, il a écouté l'appel du 18 juin et il a estimé qu'il n'y avait pas de raison de ne pas continuer à se battre. Comme vous savez, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Donc il s'est engagé. En Syrie, quand vous parlez de la Syrie, oui, c'est vrai qu'en Syrie, bon, il y a eu les événements de Syrie avec Dantz, je ne sais pas comment il s'appelait, il y a eu la guerre en Syrie, mais là, il y était pas, il avait... Non, mais j'ai bien compris, on sait très bien qu'il y est après. Hein. Non, c'est fait après. Avant, je veux dire. Lui, il était déjà parti au régiment de fusiliers marins. Oui. Et en 45, donc en 45, il a été cette fois démobilisé sur la demande du canal d'ailleurs, qui a dit bon, maintenant c'est bon, hein, la guerre c'est presque terminée, on ne va pas attendre la fin complète, on veut récupérer les pilotes parce qu'on en a besoin. Donc il est revenu. Et pendant ce temps-là, pendant cette période où lui faisait la guerre, avec ma mère, mon frère qui était beaucoup plus jeune, et ma sœur, on a été un moment habité au Caire, et puis après aussi à Ismaïlia, puis on a attendu que ça se passe, hein. On a attendu qu'il revienne. Il est revenu quand même en décembre 44, hein. Donc il a c'est fait décembre la guerre, 44. pratiquement toute la guerre. Il s'est arrêté à la frontière allemande. Oui, c'est ça. Donc D'accord. il s'est pas... Il y a un point très important. Hein, vous dites, il a entendu l'appel du 18 juin. Et on le sait maintenant, il y a peu de gens, ça a une répercussion extraordinaire, mais il y a peu de gens qui ont entendu l'appel du 18 juin. Est-ce que il l'a vraiment entendu au sens précis, ou est-ce que, si vous voulez, est-ce que vous savez ça? Oui, je pense pas que... Je crois même que c'était avant même d'avoir entendu, il n'a pas admis... Il n'a pas admis qu'on capitule, tout. Il s'est dit, il n'y a pas de raison, il faut continuer. Et puis il y a eu... alors je vous dis, si l'appel du 18 juin a eu lieu, si son appel à lui a eu lieu le 13 juin, ou truc... A priori, c'est pas déclenché, enfin moi c'est pas de mémoire bien entendu, mais c'est ce qu'il a raconté, c'est pas déclenché. Il n'a pas entendu quelqu'un le 18 juin, il a dit, le 19, je fais ça. C'était fait avant. Oui, c'est ça. C'était plutôt... de la tendance de la famille, parce qu'on a un oncle qui était dans les forces navales françaises libres aussi, qui n'a pas voulu s'arrêter et qui s'est mis du côté de l'Angleterre à ce moment-là, qui est passé en Angleterre. Donc, qui a commandé des bâtiments et qui a coulé pendant la guerre et qui a donné son nom d'ailleurs à un bâtiment de la Marine nationale, le commandant Biraud. C'est le frère de ma mère. Donc alors la question s'adresse à tous les trois, parce que M. Aran, c'est un peu le même problème. Comment se fait-il, alors que par ailleurs ils étaient des marins, et que dans l'ensemble, bon nombre de marins sont restés... Oui, la flotte d'Alexandrie. La flotte d'Alexandrie. La flotte 10. Toulon et Marcel Kibir, enfin, etc. Alors, comment est-ce que... et comme vous dites, il y a une espèce d'élément de famille. Comment... Et vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, hein, puisque j'ai interrogé Mme Favreau ce matin, Christine l'avait interrogé aussi. Comment se fait-il qu'un certain nombre de gens du canal, et même la majorité, semble-t-il, des gens du canal, français... Et rallier la France libre. Oui, rallier la France libre. Est-ce que vous avez une hypothèse là-dessus? Je veux juste un tout petit mot vous corriger. Quand vous dites la majorité, après la guerre, tout le monde était gaulliste. D'accord. Je peux vous dire que ma mère a eu des réflexions quand elle était en Égypte qui lui sont restées à travers la gorge. Est-ce que vous pourriez en dire quelques-unes? Il y a une de ses amies qui lui a dit « Oh, ça lui fait du bien, ça lui fait prendre l'air. » Quand il était... Donc ça, je me souviens que c'était une amie intime à elle avant, ça n'a plus été après. Et ça se multipliait. Mais après la guerre, tout le monde était gaulliste, à part quelques fanatiques ou quelques gens qui étaient vraiment
officiellement marqués. On ne vous donnera pas de nom. Hein. Mais on ne vous Non, donnera pas de nom. non, Voilà. Mais qui étaient officiellement. Mais ceux qui n'étaient pas marqués, très vite on dit oui, bah, c'est très bien, voilà, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait une majorité Mais qui était mon pour. père n'était pas dans la marine. Il était fusilier marin, il était pilote au long cours. C'était pas la marine nationale. Oui. Et D'accord. son Oui, beau-frère oui, oui. était dans la marine nationale et lui a combattu tout de suite avant l'appel du 18 juin. Il a quitté, il était à Dunkerque et il est parti. Enfin bref, Oui, il n'a pas. Donc Ah, c'était oui, d'accord, familial. D'accord. Mais quand même, bon, cette sorte d'engagement, et vous avez raison de dire que, après, il était résistant de la dernière heure. Mais c'est quand même très frappant de voir que globalement, disons dans le monde des pilotes, dans le monde des gens du canal de Suez à un niveau relativement élevé, hein, les gens font le choix très vite. Ils font le choix dès 40. Hein, et pas en 42. Comment est-ce que vous expliquez cela, à votre avis? Est-ce que vous avez, Je pense qu'il y avait un petit peu le deux, il y en avait peut-être plus qui étaient plutôt pour la France libre, c'est ça. Et à l'époque, enfin un petit peu plus peut-être quand même. Parce Je que, ne sais pas, je ne saurais pas non, dire le nombre, non, mais je ne suis pas tout à fait certain que vous ayez raison quand vous dites ce que vous dites. Parce qu'il y C'est pas avait la un autre, majorité. il y avait un autre quand même, les dirigeants de la compagnie du canal de Suez, il y en a certains. sans citer les noms, mais il suffit de les retrouver et vous les retrouverez, ceux qui étaient, ont quand même été à Fresnes après la... Alors après là, la Ah guerre, non, hein. il y a eu des. Oui. Oui, alors là, nous sommes en train de faire une chose très intéressante. Alors je m'excuse, je Au dévie moins- et je ne le sais pas suffisamment, mais Au mol. ce n'est pas le Au mol, sentiment ouais. quand mon père est revenu qu'il a eu mais en l'impression fait, que tout le monde là-bas avait été gaulliste. Il a peut-être été-il un peu plus fanatique et le fait d'être fanatiquement dans les forces françaises, il a pris cet engagement, il a trouvé que même les tièdes n'étaient peut-être pas suffisamment chauds. Mais Alors, je vous dis tout de suite, et alors ça c'est un fait historique, c'est là où vous avez complètement raison, c'est qu'il y a une différence entre la compagnie à Paris voilà, la et compagnie. puis l'agent général de Benoît, qui Absolument. lui De Benoît, Tout à est fait. voilà. connu très clairement tout à comme fait. quelqu'un de la France libre. Tout à fait, oui, non, vous avez raison. Pour le canal, Comme je c'était- pense que justement que les chefs là, de Benoît, Lucas qui était chef du Oui, transit là, ils étaient et donc qui est devenu chef de la France libre en même temps, chef Oui. du transit et de Oui, la oui, France non, tu libre. as raison. Donc il y en Tout à avait fait qui étaient raison. quand même très. Oui. Mais je sais que mon père, je le sais parce qu'il a écrit surtout. On n'a pas trop on a parlé un petit peu, mais surtout j'ai ses papiers de l'époque et ça lui a posé qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut suivre, c'est quand même le gouvernement Vichy, c'est le gouvernement de la France. Bon, là, par contre, mais on ne peut pas laisser faire quand même ça. En fait, Garret, il ne savait pas. Il était plutôt pour De Gaulle, mais il hésitait à Oui, faire ça. c'était un peu ça. Alors, il est allé. Alors, c'est la petite histoire. Il est allé au Caire. Il connaissait les dominicains de l'école biblique de Jérusalem. Hein, le père Jossen, le père Savignac, le patin, c'était des amis intimes. Il est allé voir. Et alors là, il dit qu'on a dit, mais le gouvernement de la France n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est pas, donc on n'est pas obligé de suivre le gouvernement et tout. Et il est rentré là avec un foulard que j'ai toujours, avec des drapeaux français et anglais. Là, et le dimanche à la messe, maman a mis le foulard, comme ça tout le monde a su. Et c'était le 14 juillet. 14 juillet 40. 14 juillet 40. Alors, Madame Favreau, que nous avons interrogée longuement ce matin, nous a expliqué qu'il est arrivé un certain nombre de gens qui partaient de Syrie, du Liban, de Chypre, de soldats hein, qui ont formé le premier BIP. Hein, Le premier Bible, oui. MIP, bataillon d'infanterie de marine. Marine, oui. Bon, qui est arrivé au Caire et que pas arrivé au Ismaïlia. Caire de Suède, Ismaïlia, oui, et que en particulier la mère supérieure a Sœur Morin. Sœur Morin. Sœur Morin a conseillé hein, aux familles d'accueillir Exactement. les Hein. soldats. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des choses de ce genre que vous... C'est l'accueil des migrants d'aujourd'hui, quoi, Voilà. pratiquement. Voilà, d'accord. Ben, je vais vous dire, parce que moi, j'ai le plus jeune frère de mon père, là, mon oncle, hein, et qui était en Syrie, qui était dans les troupes, il n'y a pas de Vichy, des troupes françaises de là-bas. Et quand ils ont entendu ça, il a dit, pas question, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils sont partis, je crois qu'ils étaient 130 avec le commandant Folliot. Ah oui, tout à fait. Ils ont volé, alors, je trouve dans les bouquins, ça se trouve dans les livres, ça j'ai récupéré des choses. Donc ils se sont emparés de camions avec de faux ordres de mission. Et donc ils sont partis des 130. Et mon oncle était à côté, était sergent Fourier.
Et là, Folliot, dans son truc, il dit, oui, le sergent Aran qui était là, il montrait les papiers quand il passait dans les postes de police, là, mais tout le monde était prêt à tirer, quoi. Et ils sont arrivés à Ismailia, quoi, sans aucun problème. Et là, on leur avait dit que les Anglais le mettaient en prison, qu'ils n'aimaient pas les Français, que c'était ça. Eh bien, mon oncle, ils sont repartis à Troyes. Ils sont remis dans la gueule du loup, ils sont venus en Syrie. Il est allé voir son colonel. Alors, le nom du colonel, il faut voir du régiment, c'était le 24e RI, là-bas. Et donc là, il est allé le voir pour lui dire, mais il faut continuer la guerre, il faut, tu vois, parce que mon oncle était quand même une personnalité il était sergent, hein, qui était là. Et à un moment donné, il a senti des mouvements derrière lui, qu'il a dégainé, hein, et puis il a dit, écoutez, attention, il faut me laisser partir, quoi. Il a menacé, c'était le conseil de guerre, ça, menacé le colonel, et en fait, ils ont pu repartir même avec 3 ou 4 autres, si vous voulez, et personne ne les a vraiment poursuivis. En fait, le colonel, d'après ce qu'on a compris, là, il était pu faire ça, mais lui, en tant que colonel, donnait tout son régiment, ça, il n'a pas pu le faire. Et mon oncle est rentré avec d'autres, et il a fait le taxi pour Tobrouk, là, les trucs, il y aurait de quoi raconter des histoires. Et ça, cette histoire... Bon, c'est connu, oui. Par ailleurs, il y a eu des récits, mais oui. Dans la tradition orale familiale, ça... Ah ben oui, ça c'était... Oui, parce que après, donc il était basé, avec les Anglais. Les Anglais, c'était Ismailia. Oui. Tous les camps étaient autour d'Ismailia. Hein, c'était le centre. Mouascar. Hein? À Mouascar. Il y avait Mouascar, lui, il y avait Fayed, il y avait, enfin, je sais pas, il y avait plein. Et donc, il était là et il partait donc en Tripolitaine, on appelait ça Tripolitaine à l'époque là-dedans, pour plastiquer les aérodromes, ce qu'on raconte, italo-allemand, quoi. Là, et il revenait au bout de 2 mois, quoi, et j'ai des photos là où il a une barbe comme ça, mais il ne peut pas se laver, quoi, les cheveux comme ça, et le truc, ils avaient une boîte de conserve d'eau par jour, quoi, pour se débrouiller. Il faisait des choses absolument, et il revenait donc à la maison, il revenait chez ma mère, donc on le voyait, il y a des photos où on le voit avec nous, enfin moi et mon frère, enfant, sur le balcon, donc on le voyait régulièrement revenir. C'est comme ça qu'on... Et ils allaient chez Sœur Morin, là, l'école des sœurs, qui soignait les... Mais le père de Madame Favreau, que vous avez vu, Ginou, oui. Son père était engagé dans les forces françaises libres aussi, absolument. Et il a été fait prisonnier d'ailleurs à El Alamein. Oui, absolument, oui, tout à fait. Alors justement, précisément, de ces diverses campagnes, alors là, c'est à vous que je m'adresse, parce que vous êtes le plus ancien, oui. Dans cette principale campagne, vous aviez est-ce que vous vous rappelez des choses est-ce que Bir Hakeim et l'Alamein, vous en avez entendu parler, on en parlait? On a entendu parler, oui, bien sûr. Nous, on était trop jeunes. Enfin, moi, j'étais trop jeune. Trop jeune, mais vous étiez oui, non, j'ai entendu parler. Mon père y était, donc... si, on a entendu parler. Mais pendant la guerre à Ismailia aussi, on avait eu, on parlait tout à l'heure, je crois, madame, on a eu des bombardements... des bombardements allemands et on allait se mettre, comme on habitait, comme vous avez expliqué mon frère, à côté d'un abri, dès qu'il y avait une alerte, on allait dans l'abri et les Allemands larguaient des mines, essayaient de larguer des mines et des bombes aussi. Et donc moi j'ai des souvenirs de partir dans les abris pendant les opérations. Pour le reste, ce que faisait mon père pendant la guerre, on le savait plus ou moins parce qu'il envoyait des petits mots. Mais il en parlait peu quand même. Mais il en parlait peu même après la guerre. C'est après, oui, après. Même après la guerre, il était très discret dessus. Il n'en parlait pas beaucoup. Il avait ses souvenirs. Sinon des souvenirs. Il était plongé dedans. Il a été très plongé dans l'association des Français libres, que ce soit en Égypte, que ce soit en France, et à retrouver tous ses anciens camarades de guerre. Mais en famille, il ne nous racontait pas qu'à El Alamein, ça a été comme ça et qu'il avait de détails pratiques de sa vie courante, quoi. Il n'était pas très... Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup entendu. Alors, mais ça, c'est courant que les parents n'en parlent, ou les pères n'en parlent pas de pain à leurs enfants directs. En revanche, quand la génération suivante, est-ce que à leurs petits-enfants, ils en ont parlé, hein, ou non? Non, c'est... Je n'ai pas l'impression. À nos non, enfants, je vois pas. On n'a pas l'impression.
Non, simplement, moi, je ne pense pas qu'ils en parlaient beaucoup, mais la seule chose, c'est qu'il écrivait comme... Lui, il était absent un peu pendant toute la guerre. Hein. Il avait demandé à ma mère aussi de faire son journal, et lui, il tenait son journal au jour le jour, avec tous les détails. Donc, alors, avec son journal, j'en ai fait un livre, j'en ai tiré un livre où il raconte, toute la guerre, et ce sont mes neveux, donc ses petits-enfants, qui m'ont demandé, il m'a dit, on voudrait que ça soit imprimé, qu'on ait un truc. Donc du coup, ça m'intéressait, j'ai mis 5 ans à le faire, et puis j'ai un neveu qui m'a imprimé ça, c'est un truc magnifique, quoi, voilà, et donc, qui raconte tous les détails, et ça intéresse beaucoup les petits-enfants. Voilà. Mais il n'interrogeait pas leur grand-père là-dessus, et c'était... Et moi-même, je n'interrogeais pas mon père sur la façon dont il pilotait le canal et tout, alors que je suis maintenant marin, quoi. Oui, je regrette de ne pas l'avoir interviewé beaucoup plus. Alors, on revient un peu à votre toujours pour cette période de la guerre, puisque vous avez à juste titre, vous avez dit, c'est vrai qu'il y avait des familles tout à fait pétinistes, à cause d'ailleurs, dans certains cas, du prestige de Pétain de la Première Guerre mondiale. Est-ce que alors peut-être pas vous, mais vous, est-ce que à l'école, ces tensions entre les Français libres et les pétainistes allaient jusqu'aux enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'on en discutait ou non? C'est plutôt... Pardon, une petite interruption. C'est parti pour 30 nouvelles minutes. Voilà. Je ne me souviens pas à l'école. Moi, j'ai été à Ismailia à l'école jusqu'en 3e. Oui. Donc, en 45... Non, je sais qu'on avait des fils de camarades qui étaient plutôt du côté Pétain, mais enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Puis à vrai dire, à notre âge, 9 ans, 10 ans, non, je pense qu'il n'y a pas eu de tension à notre niveau des jeunes entre ceux qui avaient les parents plutôt... Mais il n'y en avait pas tellement, d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure, la majorité des gens étaient plutôt du côté gaulliste que du côté Pétain. Hein. Oui. Mais il y avait certains qui étaient virulents de l'autre côté, parce que maman me racontait qu'à l'époque, là, elle recevait des tas dans sa boîte aux lettres, elle était toute seule, mon père était parti, ton fils ne sera pas français, comme machin a fait des injures que vos parents répétaient, des trucs. Donc il y avait quand même des fanatiques. Mais mes parents m'ont toujours dit qu'il y avait un tel qui était pour plutôt Pétain, mais ils n'étaient pas Pétain comme ça, mais ils sont restés toujours et ils ne jugeaient pas. Ils disaient il ne faut pas juger, ils ont leur raison et tout du moment qu'ils ne font pas de mal et machin. Les parents étaient très chrétiens. Il y a quelques années. Il y a quelques amis, non mais bon, je connais, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si vous le permettez, enfin, est-ce qu'on peut, cette petite discussion, est-ce que ça a joué un rôle? C'est-à-dire, vous voulez dire quoi par là? Je ne sais pas, je prenais la réflexion de Paul qui disait il faut pardonner, ou je ne sais pas exactement, il ne faut pas, etc. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, ça n'a pas été le cas de mon père. Non, mon père, notre père était disons, très sectaire. Il était très non, pas sectaire, mais des amis qu'il avait avant la guerre, il voulait plus les voir, et qui étaient pétinistes après, il leur disait plus bonjour en 45. Et c'était des amis intimes. Ah oui, c'était... Je racontais l'épisode de ma mère. Et à l'inverse. D'accord. Donc ça dépend effectivement peut-être d'une culture, d'une personnalité, et puis de l'engagement quand même, parce qu'il y a quand même eu... Il y a quand même eu certainement... Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti après, mais pas directement, parce que bien entendu je n'avais pas l'âge pour le ressentir. Mais on le ressent quand même quand on a 12, 13 ou 14 ans. Après quand on vous le raconte plutôt qu'on le vit soi-même. Qui avait... je me souviens quand il venait en France, il y avait notamment celui qui était un officier de marine et qui dirigeait le musée de la marine, qui était un monsieur Vichot, ou commandant Vichot, et qui avait été vichiste. Bon, c'est pas... la marine, officiel. Oui, il y en avait pas mal. Il a eu de cesse, quand il venait en congé, de le faire virer. Donc c'était quand même son fil rouge. Oui, d'accord, oui. Enfin, son fil rouge, il ne faisait pas que ça, mais c'était quand même, il avait dit... Voilà. Et à Ismailia, je sais qu'il y avait des amis, comme disait mon frère, qui étaient des amis intimes avant, et qui ne voulaient plus voir. Après des réflexions qui avaient été faites,
qui voulait être gentille d'ailleurs, celle que je vous rapportais de ma mère en disant « Oh ben finalement c'est bien, ça lui fera faire un bol d'air ». C'est bon, c'est peut-être maladroit, mais ça voulait pas être, ça voulait méchant, pas être méchant. Ça voulait simplement dire bon bah ici, et on avait le droit. Pas très drôle, mais la famille, on avait le droit à la NAFI. Ça s'appelait la NAFI. C'était les économas, britanniques où on pouvait acheter d'un peu de tout. Et ma mère y avait droit parce que mon père était libre, alors que d'autres n'en avaient pas. Et un jour, il y a une femme qui n'avait pas droit, qui a dit à ma mère, vous avez vraiment de la chance de pouvoir aller là-bas. Ma mère lui a répondu, oui, mais si votre mari avait été à la guerre, peut-être que vous auriez eu droit de... C'est des genres de réflexions, vous savez, c'est pas méchant, parce que ça vient un peu spontanément, c'est pas pour blesser, mais c'est quand même, ça heurte en disant, bah, vous avez de la veine, nous on mange pas à notre faim. Oui, vous avez du pain blanc, nous on n'en a pas. Ouais, voilà. Alors, il y a un épisode évidemment dramatique au début de cette période, dont justement Madame Favreau nous a longuement parlé, puisque son mari a été engagé. C'est la première campagne de Syrie au moment où malheureusement des Français se sont opposés. Les Français se sont opposés. La guerre fratricide. Une guerre fratricide. Votre père n'a pas été concerné. Ah non, il n'était pas. Il était pas là. Il était déjà. D'accord. Il n'y était plus. Non, d'accord. D'ailleurs, un des commandants à cette guerre, un des commandants du régiment de fusiliers marins d'avant a été tué, je crois. Absolument, tout à fait, on a parlé. Oui, absolument, tout à fait. Oui. Alors, sur cette période de la guerre, là encore, il y a le général de Gaulle qui est venu 2 ou 3 fois en Égypte. Il est venu même à Ismaïlia. Geneviève Favreau me l'a confirmé, puisque même elle a des réflexions. Est-ce que vous avez vous-même soit des souvenirs, soit on vous a raconté ou non des choses là-dessus? Le passage du général de Gaulle? Non. Non, je ne sais pas, quand il est passé, mon père était pas là. Ah non, il n'était pas là, votre mère était au Caire. Non, mais ma mère était au Caire, oui, nous on était au Caire, et mon père il faisait la guerre dans son régiment de fusiliers. Non, on n'a pas entendu parler, j'ai vu des photos. Plutôt les trucs le journal de ma mère, là, elle dit une fois que de Gaulle venait au cercle de la compagnie, là, et que bon, tout le monde, tous les Français libres étaient là, et tous les gens étaient venus, quoi, mais sinon c'est tout, quoi. Oui, c'est tout. Alors, il y a une autre chose, et qui explique pourquoi aussi il y a quand même parfois des tensions, comme vous l'avez dit, c'est que, au moins tant qu'il y a une ambassade de France en Égypte, au moins au début, vichiste qui restait, et il y avait en quelque sorte 2 pouvoirs, le pouvoir vichiste et le pouvoir de la France libre. On n'a pas évoqué ça, parce que De Gaulle parle d'ailleurs dans ses mémoires de ce que, la fois qu'il vient, il y a un côté l'ambassade de France où il y a... il ne va pas à l'ambassade de France. Oui, il ne va pas à l'ambassade de France, il est condamné à mort, voyez. Oui. Non, vous n'en avez pas parlé de tout ça. Non. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire sur de souvenirs qui vous restent, de façon, ou de transmission sur cette période de la Seconde Guerre mondiale? Après, on va passer à vous. Non, mais moi, je me souviens qu'au cercle du Canal, les prisonniers allemands, parce qu'il y avait des prisonniers allemands, faisaient partie d'un orchestre et ils jouaient au Canal, et je me souviens très bien, ils avaient dans le dos leur truc avec un PW, la Prisoner of War, dans le dos, et c'était des Allemands prisonniers qui avaient fait un orchestre. C'est des souvenirs comme ça, je me souviens, on passe... Des petites anecdotes. Oui, on les voyait dans les camps. Et du bateau qui a sauté sur une mine aussi, à hauteur du monument aux morts de 14-18, qui est à la sortie du canal du lac Timsah. Ah oui, d'accord. Il y a eu Florence, justement, que leur maman raconte un petit peu ça. Elle va se promener avec moi, qui avait comme 4 ans, là. Elle dit, sur le bord du canal, on va voir le bateau qui a sauté, quoi. Et alors, il expliquait que tous les 100 mètres, il y avait des postes, parce qu'on ne peut pas empêcher. Donc, il y avait des vedettes pour faire sauter les mines avant le passage des bateaux, mais quelquefois, les mines, elles sautaient après, quoi. Alors, le plus simple, il avait trouvé un système
il fallait tirer sur les mines. Tous les 100 mètres, il y avait un poste de garde, c'était l'armée égyptienne qui tenait ça. Et quand ils voyaient tomber, parce qu'il y avait un parachute, et puis on voyait les mines tomber, ils tiraient dessus. Et on raconte qu'ils réussissaient à en avoir. Alors là, ça faisait un gros truc, mais il y a eu plusieurs avec des morts quand les bateaux coulaient. Quoi. Alors, évidemment, vous viviez, en plus forte raison en tant que Français libre, en lien très fort avec les Anglais, même si parfois il y a eu des tensions par ailleurs, mais en particulier, est-ce que sur cette période où évidemment l'armée anglaise est très présente, y compris au niveau du canal, est-ce qu'il y a des anecdotes ou des souvenirs dont vous avez entendu parler, ou même que vous avez pu vivre vous-même, enfin, d'abord évidemment plus âgé, mais... Oui, j'en parlais tout à l'heure, parce que madame me parlait des incidents, des bombardements en 56, je crois que c'est en 56. Ah oui. Alors là, j'étais revenu en permission au canal. C'était pendant l'été. Oui. Non, mais après, quand il y a eu les événements... Mais la question, vous parlez de quoi? C'est pour la période de la guerre. 39-45. La guerre 45. La guerre 40, oui. Ah non, avec les Anglais, non. Alors, il y a une autre question, et après, éventuellement, s'il y a d'autres compléments, et là encore, c'est Madame Favreau qui me la suggère, à un moment donné, en particulier les gens à Alexandrie, c'était pas très loin à l'arrivée des troupes allemandes. Est-ce qu'il y a eu un certain, disons, inquiétude, pour ne pas dire affolement, en se disant, mais ils peuvent arriver jusqu'en Égypte? Est-ce que vous avez eu... Donc, simplement, là, que papa insistait beaucoup, là, que quand il est parti, d'abord, il a commencé pendant un an sur un transport de troupes, des paquebots du messagerie maritime réquisitionnés par les Anglais pour aller chercher des troupes aux Indes. Et pendant un an, il a fait Suez, les Indes et tout. Et après, là, en retour, à un moment donné, on lui a dit, vous allez partir pour Londres. En fait, il est allé à Freetown, en Sierra Leone, quoi. Mais avant de partir, là, il a exigé des Anglais que ma mère, la famille, soit reconnue comme famille de militaires anglais. Et qui soit donc rapatrié, parce que Rommel était là, et donc et tout le monde, là, quand même, les gens avaient peur qu'ils arrivent. Il n'y a pas eu d'exode. Il n'y a pas eu d'exode. De mouvement de population en disant ils sont allés à la mer. Ils étaient prêts à partir. Mais on a entendu quand même dire on l'a échappé belle. Oui. Mais c'est la seule chose que moi j'ai entendue, c'est qu'après on l'a échappé belle. Oui. D'accord. Mais j'ai jamais vu mouvement de panique, d'exode, de gens qui sont dit. J'ai jamais vu ma mère affolée par. D'accord, j'ai jamais vu. Non, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu d'exode du tout. Et alors, encore, c'est toujours une des questions que je pose à tous les gens un peu systématiquement. Est-ce que, là encore, ça peut être que par ce que vous racontez vos mères, est-ce que les gens étaient au courant de ce qu'il y avait en France, de ce qui se passait en France, ou pas du tout? Oui, pas de connaissances sur les... Ce qui se passait en France, moi, les seuls que j'ai eus, il y avait quand même... c'est l'annonce de la mort qui était coulée, la mort du frère de ma mère. Oui. Il y avait quand même des courriers de temps en temps, j'avais l'impression. Oui, ils avaient droit à un certain nombre de mots. Oui. Mais il y avait quand même des petites, absolument, des petites nouvelles. Oui. Parce qu'on était au courant, j'entendais dire les grands-parents sont là, mais peut-être que c'était une fois, puis 3 mois après, il n'y avait rien pendant 3 mois. Mais enfin, il y a des nouvelles qui venaient quand même de temps en temps. Oui. Mais pas des courriers réguliers toutes les semaines en disant voilà, ne vous inquiétez pas, mais ceci. D'accord. Mais c'était très. Non, et puis, il ne fallait pas parler de la guerre, donc il fallait qu'il y a des mots couverts. On disait, bon, un tel est dans la ville ou près de chez un tel, que là on savait tout, on savait où il était, quoi. Mais il ne fallait pas écrire tout ça, sinon la censure, les lettres étaient censurées, quoi. Oui, étaient ouvertes et vérifiées, quoi. Est-ce que même chose, est-ce que vous avez des questions à poser l'un et l'autre? Oui, j'avais une question sur les... donc on avait plusieurs communautés dans les civils, enfin sur le canal, et au moment de la guerre, donc on avait des Italiens. Est-ce que vous avez... qu'est-ce qu'ils sont de... Est-ce que vous avez entendu parler de... On m'a parlé d'Italiens emprisonnés à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez... Absolument. Oui, on a entendu parler. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vécu certaines choses? J'ai entendu aussi, parce que bien entendu, j'ai pas de contact, j'ai pas de vision personnelle. Mais les Italiens aussi, au début de la guerre, il y avait des petits défilés d'Italiens
qui criaient à qui la Corsica, a noi, à qui Sicile, à qui Nizia, a noi. Quand ils allaient en Abyssinie, ils traversaient le canal. Voilà, c'est à qui. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que les Anglais étaient là. C'est plutôt eux qui ont été. Oui. Mais ils disaient ça quand ils passaient le canal? Oui, il y avait des gens, Ah, oui. on nous a Mais en rapporté régiment, comme à ça qui Nizia, Il a- a noi, à qui la il Savoie, avait a dit, noi. oui. Euh, Ah oui, d'accord. Mais Et- bon, c'était anecdotique, hein, parce qu'ils étaient, je ne sais pas, mais ils étaient peut-être une dizaine à le faire, ou c'était Mais pas... il y a des Italiens qui ont été mis de Il y a côté des quand même. Italiens qui ont été mis de hein. côté, même après la guerre. Et les Italiens Je du crois qu'ils ont- canal, par exemple, dans les gares, il y avait des Italiens, des Italiens qui travaillaient pour la compagnie. Oui. Est-ce Alors que qu'est-ce vous qui se avez- passait? Et- Oui, ils étaient et- la compagnie. Ils ont été enfermés dans des camps, là. Oui, pas tous, il n'y a pas eu, à mon Mais avis, de beaucoup. grandes... Ah, il y en a eu beaucoup parce que, là, moi je dis, il y a quelqu'un là qui était un grand ami de mes parents, puisqu'il était mon parrain quand je suis né là-bas. Donc c'était quand même des gens très proches des Italiens. Et il s'y retrouvait pendant toute la guerre. Il était, d'ailleurs, le barbelé là-bas, bien traité quand même. Enfin, il était là. Et alors, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris de la part de mon père, c'est que j'ai trouvé dans ses notes, mais longtemps après, on n'en a pas parlé, quoi, mais une note, parce que ce monsieur, dans son ami, lui, en 1945, là, lui a demandé, lui a écrit, je pense, là, ou fait dire, là, et bien, donné, il savait que papa était quelqu'un de la France libre important, enfin, ça avait bien marché, et donc, faites-moi sortir des camps. Et il y a une phrase de mon père là-dedans, je ne reviens pas, je n'en ai jamais parlé après, quoi, mais comment, après ce qu'ils nous ont fait, c'est pas lui, hein, Oui, oui. lui il n'était pas du tout, ça, après ce qu'ils nous ont fait, il ose me demander ça. Donc là, ça m'a surpris de mon père, un sentiment anti, les Allemands, les Italiens, là, c'était des salauds, c'était des trucs comme ça. Après la guerre, ce monsieur est ressorti, ils sont redevenus amis. Il était capitaine de port en Sicile. Quand je suis passé, moi, 40 ans plus tard, avec mon pétrolier, là, j'ai été reçu comme un truc. Mais là, quand même, il avait été Mais pas eu de dans grosse des camps. hostilité, même Alors, est-ce après qu'il y en a la eu guerre, beaucoup, il y a pas eu de- Mais il n'y a pas eu. Il n'y a C'était pas pas, eu- non, il n'y a pas eu de... c'était pas méchant, mais Non. il voulait se. Il n'y a pas eu de contre-coup. Avant la après guerre, il y avait pas eu un de- pilote allemand. Il y avait un pilote allemand au canal avant la Ah oui, guerre il y a eu, qui a été mobilisé alors de son côté Oui. et qui, paraît-il, a été un de ceux qui menait les opérations aériennes après contre le, Ah oui. Oui, Ah ben, il connaissait contre bien le canal ouais, parce ouais. qu'il connaissait Il savait où il faut. Ah, il connaissait il les les bons mines. endroits. Ouais. D'accord, d'accord. Il y a Il est peut-être parvenu après. hein. En écoutant une dernière question sur cette partie-là, que j'aurais voulu poser, je reviens à cette question. Moi, je suis très frappé de voir que en Égypte, au Caire, mais aussi évidemment au Canal, les religieux catholiques sont généralement, au moins apparemment de ce que j'ai entendu parler, Oui. plutôt Gaulliste. du gaulliste. Ah oui. Or, ce qui n'est pas le cas, c'est Non, bien non, connu, vous avez raison. de la France. Ah, oui. Et à votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez une explication ou non? Vous avez parlé de Dominicains, Je vous avez crois parlé que- de Sœur Morin. Je crois qu'il y a probablement... J'en sais rien, mais ça devient une analyse. Quand les Français à l'étranger et que son pays est envahi par un pays étranger, vous avez un sentiment, j'allais dire un peu nationaliste, peut-être un peu plus fort que quand vous le subissez. Enfin, il y en a eu, enfin, mais quand on le subit ici, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il est possible qu'il y ait une réaction, si vous voulez. Je ne sais pas. Voilà. Bon, Donc, d'accord. je pense que les Français de l'étranger, pendant la guerre, ont probablement été plus majoritairement gaullistes que les Français de France. Enfin, ça Compte dépend, tenu oui. des réalités, compte tenu de... Et ça s'explique, mais Avec Pas la forcément. grosse exception, c'est pour ça que, si vous voulez, il y a un vrai intérêt, je le dis clairement du point de vue d'historien, des Français d'Égypte, c'est que, encore une fois, pas très loin, Oui. hein, sauf d'heureuses exceptions, des Libanais ou des Français du Liban, de Syrie, qui se sont, vous en citez, évadés, dans l'ensemble, au moins pendant 2 ans, hein, jusqu'à l'opération, Oui, oui, bien sûr. les gens de Syrie ou de Liban n'ont pas été. Voilà. C'est oui, oui, non. un vrai intérêt d'ailleurs des Français d'Égypte. Oui, mais vous Oui, avez mais- raison, il y avait une nuance. Il y a aussi parce que mes parents disaient, nous là-bas, on risque rien ici, et
Et après la guerre, on va rentrer, et les gens les Français qui sont en France, ils sont pris, ils ne peuvent pas faire grand-chose, quoi. Et on va nous demander qu'est-ce que vous avez fait pour nous sauver, pour nous aider et tout. Et c'était une des choses pour lesquelles aller. Et puis c'était plus facile. D'abord, ceux qui avaient une famille en France, la famille là, de laisser sa famille pour partir combattre, c'était différent d'un Français qui était au canal de Suez, de partir avec les Anglais, quoi. De partir de France pour aller combattre, c'était beaucoup plus grave. Ce que vous dites avec le Liban et la Syrie, je rejoins ça. Je peux dire qu'ils se considéraient comme en France, oui. Mais c'est quand même, le pays était quand même un peu différent de celui de l'Égypte. C'est comme des Français d'Algérie. Oui. Il y a eu juin, enfin, mon père a trouvé qu'ils avaient mis bien longtemps et qu'ils avaient un peu combattu les forces françaises libres, qu'ils aient été au Maroc ou qu'ils aient été en Algérie ou en Tunisie, à se joindre à la... Alors je pense que les Français ou les francophones, parce qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les Syro-Libanais, oui. Qui étaient des francophones, et qui étaient plus que francophones, qui étaient probablement francophiles aussi, qui se sentaient beaucoup plus européens, français, etc., que beaucoup d'autres à côté, qui étaient des Arabes, quoi. Et voilà, je ne sais pas si vous, historien, vous pouvez... Non, mais je me dis que c'est probablement ce qui n'était pas forcément le cas dans un pays complètement étranger. Bien. Bon, c'est rien. Alors, on va maintenant passer à votre expérience personnelle, des uns et des autres, de jeunes canaliotes, même si vous n'êtes pas né même si vous n'êtes pas né au sens strict du terme, c'est-à-dire sur votre enfance et votre adolescence au canal, dans les établissements du canal, tout ce que vous avez vécu personnellement. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous va commencer. Si. Halte. Petite interruption, et c'est reparti pour 25 minutes. Bon, très bien. Je vous dis après, enfin, vous voyez, je cherche à faire, pour aider d'ailleurs dans le montage, oui. Faire les choses par grand secteur. Bien donc, sûr. Votre expérience de jeune scolaire ou extrascolaire, de vie au canal de 3 mois, jusqu'à ce que vous soyez parti, je ne sais pas, 15, 16, 17, 18 ans. Je sais pas. Celui qui en a le plus, Bon, mais moi j'ai commencé à aller à l'école à Port Saïd, au lycée de Port Saïd. Je sais pas, moi, quand on est arrivé en 34, j'avais 3 ans. En 37, 38, par là, vers 38, que j'ai commencé à aller au lycée français de Port Saïd. Jusqu'en 39. Après, on est allé à Ismaïlia, j'étais à l'école des frères à Ismaïlia. Jusqu'en 3e, puisque ça n'allait que jusqu'à la 3e, autant que je me souvienne, c'est ça. Hein. Oui, et après, j'étais pensionnaire au Caire, d'abord chez les frères, pendant 2 ans, et après chez les jésuites, pendant 2 ans, et jusqu'en 48, où j'ai passé mon bac en 49. Donc j'ai fait toutes mes études, pratiquement en Égypte. Hein. Pour Saïd, je passe parce que c'était tout petit, mais après je vous dis, Ismaïlia jusqu'en 3e, ensuite de 3e au bac au Caire, comme pensionnaire, puisque mes parents habitaient à Ismaïlia. Puis après ça, en 49, après le bac, je suis venu en France. Et je retournais en Égypte de temps en temps pendant les vacances. Pratiquement, je me suis marié en 54 avec, je disais à madame, avec une jeune fille du canal aussi d'ailleurs, ma femme est née à Ismaïlia. Son père était ingénieur au canal de Suez. Et donc, moi je suis retourné jusqu'en 55, je crois, pendant les vacances, et puis ça a été terminé. Hein. Oui. Et alors là, par exemple, quelque chose, comment est-ce que vous avez senti cette vie en général, d'abord sur le canal ou au Caire, quelles sont les choses qui vous paraissent marquantes et là, cette question, vous avez bien engagé le débat, est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres choses, c'est... Oui, nous, on a été en classe depuis la maternelle jusqu'à la 3e ensemble tout le temps. Voilà, même si, il faut le reconnaître, là-bas, on ne se voyait pas énormément. En dehors de la classe, on ne se voyait pas. Pas beaucoup, non.
Voilà, bon, ben, enfin, ceci étant, on était quand même dans la même classe pendant tout le temps, et nous, on a été jusqu'en Tu avais troisième. quand même les amis un Oui, peu oui, ben, différents, on quoi, connaissait un bon. peu les mêmes gens, Oui, quand même. oui, parce que vous êtes Ouais. la même génération. Absolument. Ah ben oui, On exactement. doit être de la même année, vraisemblablement. Oui, oui. 6 mois après, on se bascule d'une année sur l'autre, mais enfin, 6 mois après, on doit être... Alors, en général, si vous voulez, quand on interroge, et maintenant on est à plus de 50 entretiens, la tonalité générale, il y a évidemment quelques exceptions, c'est de voir cette jeunesse comme une belle jeunesse. Ah oui, absolument. Tout à Et, fait. si vous voulez, Une il y a jeunesse une magnifique. très jolie Absolument. expression d'une grecque qui a dit c'est une jolie mémoire. Je Ah. trouve cette expression très Ah, belle. bon, ouais, ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous en avez considéré, pourquoi est-ce que tous en conservaient un souvenir? Mais pendant la guerre, on se voyait tout le temps. On ne pouvait pas aller en France. On était tout le temps ensemble. Alors, on allait à la plage, on faisait des sorties au cercle. Enfin, on était tout le temps ensemble. D'ailleurs, il y a beaucoup de... On est assez nombreux à s'être mariés avec des... Entre nous, quoi, si je puis dire. Oui, c'est ça. Hein, il y a plusieurs ménages. Oui, beaucoup de ménages. Ouais, Beaucoup, on était, oui. tous- Quand on va on dans était la- tout le temps dehors, on faisait du bateau à voile, on faisait du Oui. tennis, on allait à la plage. On avait l'impression, D'être en vacances. le souvenir que j'en ai, c'est d'être en vacances tout le temps par rapport au moment où je suis arrivé en seconde au lycée Janson de Sailly, où j'avais plus l'impression d'être en vacances. Voilà. Donc la transition, si vous voulez, le fait que c'est un choc, c'est un changement. Enfin, je sais pas, je pense que, enfin moi je l'ai eu comme toi, parce qu'on avait Oui. le même âge. En troisième, j'avais 13 ans, quoi. Quand vous changez à 13 ans et que vous arrivez à Paris, dans une ville que vous connaissez à peine, c'est sombre. Par rapport à... Je pense que c'est difficile. C'est Parce que vous difficile. êtes parti À la fin de la différence troisième, de votre oui, mais frère. parce que nous, alors, là vous allez peut-être en parler, parce qu'il y a eu les événements de la guerre du Canal à partir de 52, Oui, c'est ça. et mon frère a été au Caire, au Caire parce que c'était calme à l'époque. Oui. Donc les parents mettaient leurs enfants, dont mon frère, plutôt au Caire ou à Alexandrie, dans les institutions ou lycées ou religieuses, etc., du Caire ou d'Alexandrie. Oui, Nous, on est arrivés en troisième en 52. oui. Et en 52, à Ismaïlia, il y avait des bombes, il y avait des couvre-feux, il y avait des attentats. Parce Et qu'il là, y avait la révolution. voilà, c'était pour que égyptienne. demander, Ouais, ouais. les Égyptiens demandaient le retrait des Anglais du canal. Oui, c'est ça. Et ce qui voilà. fait que le canal de Suez était agité, pas uniquement le canal, mais le canal surtout. Mais Ismaïlia, surtout qui était Ismaïlia le en point particulier, oui. où il y avait les Anglais, c'était le point le plus agité, ce qui fait que l'atmosphère était quand même... même si on s'en rendait... Moi, je vais vous dire, on s'en rendait pas vraiment tellement compte. On entendait le soir les balles qui tiraient, mais on allait au balcon regarder les balles traçantes, on se disait, tiens, ça part par là-bas, ça part par là. Oui, Donc, mais- on n'était pas traumatisés. Oui. Mais ça n'empêche que pour les parents, je comprends très bien que de se dire, dans un climat comme ça, il vaut mieux les ramener en France comme ça. Donc on est parti en 52 de là-bas, juste après ces événements. Ah oui, c'est intéressant. Et vous aussi, vous êtes. Oui, mais alors moi c'est un peu différent parce que en fait, je Son suis père est parti à parti. Annecy. Moi, je suis parti en 52 aussi. Mais ton père Et prenait sa Annecy- retraite. Quoi Ton père prenait sa retraite, non, à ce moment-là Non, il a pris à 55 lui. Ah oui, bon. Il a pris à 55. Non, là, ils m'ont envoyé, ils ont préféré me mettre dans une école à Annecy, pensionnaire, plutôt que d'être, quitte à être pensionnaire. Ils préféraient me voir dans une école libre, là, où ils connaissaient. Il y avait un des professeurs qui était un père, qui était un Anglais, et que mon père avait connu sur les bateaux de guerre, qui était aumônier sur la flotte anglaise. Donc c'était un grand ami, plus un autre père qu'il connaissait. Là, j'étais entre bonnes mains, on était bien. C'était une école très moderne où il n'y avait pas, à partir de la troisième, il n'y avait pas de discipline, c'est-à-dire Oui, c'est c'était ça, l'autodiscipline c'est qui ça. était quelque chose à l'époque là. Oui. Bon, c'était bon. Alors les parents m'ont envoyé là-bas, mais moi j'ai pas entendu, contrairement à toi. Mais alors nous habitions pas du tout au même endroit.
Moi, mes parents habitaient complètement dans l'est d'Ismaïlia. Et donc, c'était toutes les villas, tous les trucs. Il n'y avait aucun anglais là, donc il n'y avait pas de bagarre et pas de tir. Dans tous les endroits où vous avez des attentats, il y a des endroits où il y en a. Voilà, vous étiez en plein milieu. Et nous, on était en plein milieu. Parce que vous étiez en plein milieu, vous. Pour aller en ville, on était obligé de passer un petit pont où il y avait il y avait un fusil mitrailleur, il y avait des Anglais, des automitrailleuses. Il y avait des attentats sur le pont parce que c'était le seul endroit de passage d'une partie de la ville à l'autre partie, enfin, etc. Donc c'est vrai qu'on était... Enfin, le climat était quand même... mon père sentait que le climat n'était pas terrible. Il y avait quand même de gros incendies au Caire. Il y avait quand même Donc le climat n'était pas favorable à aller mettre ses enfants pensionnaires au Caire, quoi. Et alors, vous qui reveniez de temps en temps, est-ce que vous sentiez aussi, qui était déjà nettement plus âgé que votre frère, est-ce que vous sentiez aussi ce climat, disons, révolutionnaire Écoutez, moi, j'étais en France depuis 1949, moi. Oui, c'est ça. Voilà. Je retournais en vacances l'été ou parfois à Pâques. Et je me souviens qu'avec un camarade qui était comme moi à Saint-Cyr d'ailleurs, tous les deux, puisqu'on était venus en vacances chez nos parents, au moment où il y avait des bagarres, un jour où il y avait des bagarres entre les Anglais et les trucs, on s'est faufilé au milieu du truc, de façon tout à fait irraisonnable d'ailleurs, parce que si on avait été pris, compte tenu surtout de ce que l'on était, puisqu'on était élève officier à l'époque, on aurait peut-être eu quelques ennuis. Mais sinon, je n'ai pas de souvenir, moi, de grands trucs. Je venais passer 3 semaines. Hein. C'est pas comme eux qui étaient là tout le temps. C'est très curieux parce que en France, nos grands-parents, donc les parents de nos parents, s'inquiétaient parce que dans les journaux, quand il y a une bombe qui explose, quand on dit qu'il y a 3 morts, qu'il y a un convoi qui a été attaqué, etc., on s'en fait tout un truc. Mais si vous n'êtes pas à l'endroit où la bombe explose et si vous n'êtes pas dans le convoi qui est attaqué, vous n'avez pas grand-chose. On n'a pas le même sentiment. On n'a pas le même, On n'a pas le sentiment d'ensemble. C'est un sentiment personnel. Ou vous y êtes ou vous n'y êtes pas, mais si vous n'êtes pas dans le coup... Oui, c'est ça. Et alors, si nous approchons un peu de la période de 56, donc, qu'est-ce que vous avez, vous, comme souvenir de cette période, donc de 52 à 5, mais il est vrai, comme vous me dites que vous êtes parti en France. Moi je revenais à Noël, à Pâques et des grandes vacances quand même. Donc moi je suis resté plus que toi, parce que toi il commençait, moi j'étais à l'école. Vous commenciez à être, vous étiez... Oui, il commençait à être dans un autre circuit plus âgé. Justement, toutes les vacances scolaires, on allait là-bas. Mais alors, j'en reviens un tout petit peu en arrière, puisque, je me permets de le dire, puisque vous avez connu votre femme donc, sur le canal, c'est parce que, donc, même si vous ne restiez pas très longtemps, c'est comme ça que vous l'avez connue. Ah non, c'est pas parce que je restais plus longtemps. Je l'ai connue quand j'avais 10 ans ou 11 ans. Et on a tout le temps été... On s'est tout le temps connus. D'accord. C'est pas parce que je venais de temps en temps que... Non, pas du tout. Non. Alors, justement, est-ce que vous avez des choses sur cette période où finalement vous l'avez moyennement vécu, de 56 c'est pas obligé. De 52 à 56 52 à 56. Oui, moi en 56, allez-y, il y a des choses que vous vouliez me dire tout à l'heure. Non, mais en 56, je suis rentré de mon premier séjour en Algérie à ce moment-là, et j'étais désigné pour partir outre-mer. Et je me souviens que à Paris, j'ai demandé à ma mère où est mon père, et elle m'a dit il vient de partir parce qu'il a été rappelé pour l'opération de Suez. Quand il y a eu l'opération de Suez en 56, en octobre ou... Octobre. Oui, octobre 56. Octobre mon père était reparti là-bas, puisque comme pilote, il avait été rappelé pour, en tant qu'ancien pilote, pour l'opération de Suez, au cas où l'opération ait duré plus longtemps, il était appelé pour piloter. Bon, ça s'est arrêté, comme vous savez, rapidement. Alors je me souviens que mon père était rappelé, mais moi j'étais en congé de fin de campagne, comme on dit. Alors je me souviens de 56, à ce moment-là. Alors, bon, vous voulez qu'on ouvre là? Je sais pas, parce que... Non, ça va très bien, mais j'avais... Ah bon, parce que si vous voulez ouvrir la fenêtre, parce qu'il fait chaud, c'est vrai, il n'y a chaud, aucun oui, problème, il c'est fait vrai. très chaud chez nous. Non, oui, c'est vrai. Non, mais ça va très bien, merci. Voilà. Et si vous voulez un verre d'eau ou quelque chose... Vous voulez peut-être un verre d'eau, non? Comme on a déjà beaucoup abusé. Alors peut-être que, en fait, peut-être sans vouloir abuser de vous,
une dernière partie, mais il y a peut-être d'autres choses que vous voulez dire, mais la dernière partie, c'est pourquoi est-ce que vous êtes beaucoup engagés les uns et les autres dans la mémoire de cette période, que vous avez joué un rôle important dans l'association que vous avez, que pas vous, mais peut-être d'autres ont créé, de TIMSA, enfin, ce rapport fort que vous avez avec le canal de Suez. Est-ce que vous pourriez, là, les uns et les autres... C'était le rapport avec les amis qu'on avait là-bas, qui se sont retrouvés, on a créé cette société TIMSA, je ne sais plus quand, mais il y a fort longtemps. 75, ouais. Et on se recevait une fois par an à un repas. Et ça a été créé par le maire du 5e arrondissement, qui était M. Récamier. Oui. C'est lui qui avait créé. C'est lui qui a créé ça. Et après, ça s'est évolué. Mais maintenant, on est de moins en moins nombreux. Hein. Oui, forcément, oui. On n'est plus que 76. Oui. Et c'est quoi? C'est le rapport à l'adolescence, à l'enfance? Oui, c'est ça. C'est le fait qu'on ait vécu, qu'on ait eu la même jeunesse. C'était une enfance heureuse. La même enfance heureuse, les mêmes souvenirs de toute cette période. Ça reste l'esprit canal, quoi, un peu. Le canal et puis l'amour de l'Égypte. Pour moi, c'est mon deuxième pays. Alors, c'est mon deuxième. C'est un phénomène intéressant parce que. Alors, qu'est-ce que vous avez dit par l'amour de l'Égypte? Eh bien, je ne sais pas, moi j'ai toujours aimé l'Égypte, le canal, mais non seulement le canal, mais toute l'Égypte. Alors, à un moment donné, j'ai eu une période, c'était Pharaon. Alors ça, j'achetais tous les livres qui étaient, tous les pavés sur ça et tout. Maintenant, c'est plutôt le canal qui m'intéresse plus, là. Mais je ne sais pas comment dire, mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est un peu notre... Enfin, moi aussi, j'ai le même sentiment. Moi, c'est mon deuxième pays, quoi. Mon deuxième pays, voilà, ouais. Alors, une chose tout à fait intéressante, hein, et c'est pas bien dû, c'est absolument pas une critique, c'est une constatation, oui. Mais on a souvent interrogé les gens de votre génération, une génération un petit peu plus ancienne, leurs parents n'avaient jamais, par exemple, visité la Haute-Égypte. Ben oui. C'est vrai. Et donc, voilà, alors allez-y. Alors, non, mais je vais vous dire pourquoi. Enfin, pas pourquoi, mais moi, le Caire, j'ai passé 14 ans là-bas. Si j'y suis allé 4 fois au Caire dans toute ma jeunesse, hein, c'est le grand maximum. Hein, et encore, c'était pour aller chez Gropi, pour aller faire des cours, rien du tout. Mais même à et Suez. pour aller à Port Saïd, où on avait des amis et tout, on en parlait 8 jours avant. Alors que ça fait combien, 80 km quoi. Hein, la route, on ne circulait pas beaucoup, on restait entre nous. Les routes, on avait des voitures quand même par rapport à nos grands-parents, ou alors on circulait, oui, par bateau. La compagnie avait plusieurs grosses vedettes. Il y avait il y en avait un pour la direction, et puis après, le transit et les ingénieurs avaient chacun des vedettes rapides qui allaient, c'était beaucoup plus rapide pour eux, d'Ismailia pour aller à Port Saïd ou à Suez, là-dedans, plutôt que d'aller sur la route, ça n'allait pas. Ça, c'était avant... Moi, je n'ai jamais entendu mes parents dire... Tiens, on pourrait peut-être aller faire un voyage en Haute-Égypte. Ah oui, ils n'y ont jamais été, à mon avis. Moi, j'ai été en Haute-Égypte, mais il y a 10 ans, quoi, hein, depuis que... Ils sont allés au Sinaï. Au Sinaï plusieurs fois. On allait plutôt par là-bas, mais la Haute-Égypte, moi, j'y suis allé en 52. Mes parents m'ont fait une surprise pour Pâques. Là, quand je venais... Au bout de 6 mois, quand j'étais parti en France, à Pâques, ils m'ont payé le retour pour passer les vacances de Pâques là-bas. Et avec, alors j'avais 14 ans, quoi, avec des grands qui avaient 19 ans, Annick Dumas, je ne sais pas quoi, enfin plusieurs, Jacqueline de Boisson et tout ça. Je le racontais, moi, dans ça. Ils nous ont offert un voyage en Haute-Égypte. On a pris le train 52, le train couchette, le sleeping, là, et puis arrivé là-bas, le Winter Palace, c'est-à-dire le grand hôtel où il y avait Agatha Christie et ces trucs, là, et la visite, j'ai des photos, visiter Karnak et Luxor par un chat. Et moi, j'ai des photos, je suis monté sur les statues, quoi. J'étais assis sur le genou de Ramsès avec mon chapeau là-bas. C'était des trucs impensables maintenant, quoi. Et mes parents n'y étaient pas. Si, je crois qu'ils étaient allés une fois. J'ai des photos, ils avaient fait. Le tourisme n'était pas développé du tout. Hein. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai appris qu'il y avait un temple à Luxor après être rentré en France. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait. On y allait. Si, on le savait quand même. Hein. Non, parce qu'ils connaissaient Pierre Montet.
Pierre Montet, l'égyptologue, là, mes grands-parents le connaissaient, donc lui, ils sont allés le voir, mais sinon, j'ai aucun souvenir, enfin, ils ne me racontaient pas de... Ils sont allés à Karnak-Luxor, mais c'était l'expédition, le train des Antiquités dans les années 30, là. Bon, ouais. Alors, vous parlez justement de l'amour que vous avez les uns les autres pour l'Égypte, et qui se manie, en effet, qu'on voit apparaître. Alors, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des rapports avec les Égyptiens, par exemple au canal? Ou est-ce Oui, que c'était quand... à l'école au Caire, moi j'avais des amis égyptiens. Bon, vous voulez qu'on ouvre là? Je sais pas parce que... Non, ça va très bien, mais j'avais... Ah bon, parce que si vous J'avais voulez peur ouvrir de la fenêtre parce tousser. qu'il fait chaud, c'est Il vrai, fait il n'y a chaud, aucun oui, problème, c'est il fait vrai. très chaud chez nous. Non, oui, c'est vrai. Non, mais ça va très bien, merci. Voilà. Et si vous voulez un verre d'eau ou quelque Oui. chose... Vous voulez peut-être un verre d'eau, non? Comme on a déjà beaucoup abusé. Alors peut-être que, en fait, peut-être sans vouloir abuser de vous, une dernière partie, mais il y a peut-être d'autres choses que vous voulez dire, mais la dernière partie, c'est pourquoi est-ce que vous êtes beaucoup engagés les uns et les autres dans la mémoire de cette période, que vous avez joué un rôle important dans l'association que vous avez, pas vous, mais peut-être d'autres ont créé, de Timsa, enfin, ce rapport fort que vous avez avec le canal de Suez. Est-ce que vous pourriez, là, les uns et les autres... C'était le rapport avec les amis qu'on avait là-bas, qui se sont retrouvés, on a créé cette société Timsa, je ne sais plus quand, mais il y a fort longtemps. 75, ouais. Et on se recevait une fois par an à un repas. Et ça a été créé par le maire du 5e arrondissement, qui était M. Récamier. oui. C'est C'est lui qui avait créé. C'est lui qui a créé ça, et après ça s'est évolué. Mais maintenant, on est de moins en moins nombreux. Hein. Oui, forcément, oui. On est plus que 76. Oui. Et c'est quoi? C'est le rapport à l'adolescence, à l'enfance? Oui, c'est ça. C'est le fait qu'on ait vécu, qu'on ait eu la même jeunesse. C'était une enfance heureuse. La même enfance heureuse, les mêmes souvenirs de toute cette période. Ça reste l'esprit canal, quoi, un peu. Le canal et puis l'amour de l'Égypte. Alors, pour moi, c'est mon deuxième pays. Pour Alors, moi, c'est mon deuxième. C'est un phénomène intéressant parce que. Alors, qu'est-ce que vous avez dit par l'amour de l'Égypte? Eh bien, je ne sais pas, moi j'ai toujours aimé l'Égypte, le canal, mais non seulement le canal, mais toute l'Égypte. Alors, à un moment donné, j'ai eu une période, c'était Pharaon. Alors ça, j'achetais tous les livres qui étaient, tous les pavés sur ça et tout. Maintenant, c'est plutôt le canal qui m'intéresse plus, là. Mais je ne sais pas comment dire, mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est un peu notre... Enfin, moi aussi, j'ai le même sentiment. Moi, c'est mon deuxième pays, quoi. Mon deuxième pays, voilà, ouais. Alors, une chose tout à fait intéressante, hein, et c'est pas bien dû, c'est absolument pas une critique, c'est une constatation, Oui. mais on a souvent interrogé les gens de votre génération, une génération un petit peu plus ancienne, leurs parents n'avaient jamais, par exemple, visité la Haute-Égypte. Ben oui. C'est vrai. Et donc, voilà, alors allez-y. Alors, non, mais je vais vous dire pourquoi. Enfin, pas pourquoi, mais moi, le Caire, j'ai passé 14 ans là-bas. Si j'y suis allé 4 fois au Caire dans toute ma jeunesse, hein, c'est le grand maximum. Hein. Et encore, c'était pour aller chez Gropi, pour aller faire des cours, rien du tout. Mais même à Et Suez. pour aller à Port Saïd, où on avait des amis et tout, on en parlait 8 jours avant. Alors que ça fait combien? 80 km quoi. Hein, la route, on ne circulait pas beaucoup, on restait entre nous. Les routes, on avait des voitures quand même par rapport à nos grands-parents, ou alors on circulait, oui, par bateau. La compagnie avait plusieurs grosses vedettes. Il y avait il y en avait un pour la direction, et puis après, le transit et les ingénieurs avaient chacun des vedettes rapides qui allaient, c'était beaucoup plus rapide pour eux, d'Ismailia pour aller à Port Saïd ou à Suez, là-dedans, plutôt que d'aller sur la route, n'allait pas. Ça, c'était avant... Moi, je n'ai jamais entendu mes parents dire « Tiens, on pourrait peut-être aller faire un voyage en Haute-Égypte. » Ah oui, Ils n'y ont jamais été, à mon avis. Moi, j'ai été à Haute-Égypte, mais il y a 10 ans, quoi, hein, depuis que... Ils sont allés au Sinaï plusieurs fois. On allait plutôt par là-bas, mais la Haute-Égypte, moi j'y suis allé en 52. Mes parents m'ont fait une surprise pour Pâques, là, quand je venais
au bout de 6 mois, quand j'étais parti en France, à Pâques, ils m'ont payé le retour pour passer les vacances de Pâques là-bas. Et avec, alors j'avais 14 ans, quoi, avec des grands qui avaient 19 ans, Annick Dumas, je ne sais pas quoi, enfin plusieurs, Jacqueline de Boisson et tout ça. Je le racontais, moi, dans tout ça. Ils nous ont offert un voyage en Haute-Égypte. On a pris le train 52, le train couchette, le sleeping, là. Et puis arrivé là-bas, le Winter Palace, c'est-à-dire le grand hôtel où il y avait Agatha Christie écrivait ces trucs. Là, et la visite, j'ai des photos, visiter Karnak et Luxor par un chat. Et moi, j'ai des photos, je suis monté sur les statues, quoi. J'étais assis sur le genou de Ramsès avec mon chapeau là-bas. C'était des trucs impensables maintenant, quoi. Et mes parents n'y étaient pas. Si, je crois qu'ils étaient allés une fois. J'ai des photos, ils avaient fait. Le tourisme n'était pas développé du tout. Hein. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai appris qu'il y avait un temple à Luxor après être rentré en France. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait. On y allait. Si, on le savait quand même. Hein. Non, parce enfin, qu'ils connaissaient Pierre Montet. Pierre Montet, l'égyptologue, là, mes grands-parents le connaissaient, donc lui, ils sont allés le voir, mais sinon, j'ai aucun souvenir, enfin, ils ne me racontaient pas de... Ils sont allés à Karnak-Luxor, mais c'était l'expédition, quoi, le train des Antiquités dans les années 30, là. Bon, ouais. Alors, vous parlez justement de l'amour que vous avez les uns les autres pour l'Égypte, et qui se manie, en effet, qu'on voit apparaître. Alors, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des rapports avec les Égyptiens, par exemple au canal? Ou est-ce que à l'école au Caire, moi j'avais des amis égyptiens. On ne savait même pas s'ils étaient égyptiens ou pas égyptiens. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas du tout de... C'était beaucoup, il faut reconnaître aussi que c'était dans des pensions religieuses, c'était beaucoup des chrétiens égyptiens. Alors, je ne sais pas si ça aurait été la même chose si ça n'avait pas été. À la fin, il y avait des musulmans, mais au début, enfin, c'était des chrétiens. Dans la classe, quoi. Oui. Mais enfin, je ne sais pas, c'est juste une nuance, parce que c'est simplement pour appuyer sur le fait que dans ces pays-là, le problème de la religion, c'est quelque chose qui existe. Ils le mettent sur leur passeport, etc. C'est quand même très... Donc, où vous êtes d'un côté, où vous êtes chrétien, où vous êtes musulman, où vous êtes juif, où vous êtes chrétien, etc. C'est très basé là-dessus. C'est pas séculier, quoi. Moi, j'avais un ami israélite qui a été viré au moment où il y a eu la fête, je ne me souviens plus en quelle année, la première guerre de... En 48 c'était en 48, la création de l'État d'Israël. Il était pensionnaire comme moi chez les Jésuites, et il a été mis en tôle et expulsé parce que juif. Là, il y a eu contre les juifs... Oui, mais moi... Je veux dire, là, j'ai lu les histoires des frères de Ploermel qui nous ont élevés, qui étaient là-bas, et dans les archives, donc j'ai récupéré les archives que je publie par petit bout dans la petite revue que je fais maintenant, la Gazette, là, et ben, il y a la liste des élèves, pas la liste des élèves, mais le nombre, c'était dans les années 20, quoi, et il y avait 15 nationalités. Les religions, il y avait toutes les religions, il y avait un truc, il y avait même des musulmans, il y avait des trucs, il y avait vraiment de tout. Alors après, petit à petit, et alors même au début, alors c'était en 1900, ils sont arrivés en 1903, et ils racontent qu'en 1915, les gens, c'était pas le canal de Suez, c'était Éloine-les-Bains, près du Caire, là. Et donc, c'était cosmopolite, et ils recevaient toutes les gens, aussi bien des étrangers que des Égyptiens, la classe, on était à l'école des religieuses, l'école des frères, qui était bien. Et là, ils racontent que même les musulmans, ils suivaient les cours de catéchisme et tout ça, et il y a une petite note en disant quelquefois c'était les musulmans qui étaient meilleurs que les catholiques. L'enseignement était très francophone en Égypte. Oui. C'était pas du tout anglophone. Oui. C'était de l'enseignement francophone dans la zone du canal, et même au Caire, et même à Alexandrie. Il n'y avait pas de... C'est devenu anglophone, mais c'était francophone partout. Alors dès que vous vouliez... Enfin, dès qu'il y avait des études un peu supérieures qui n'étaient pas uniquement arabes, on rentrait automatiquement quelque part dans des écoles françaises. Alors, les filles de Nasser. Oui. Précisément, on parle des rapports avec les Égyptiens.
Je pense, puisqu'on a eu l'occasion, en particulier, il a joué un rôle important dans notre enquête, c'est sur les pilotes égyptiens, les premiers pilotes égyptiens, et nous avons en particulier interrogé longuement, et même il joue un rôle, le fils, je crois, du premier pilote égyptien que vos parents, On bien connu, bien sûr. Oui. Oui, il y en avait, oui, quelques-uns. Oui. Et alors là, est-ce qu'on vous a parlé de comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été, comment ils ont été accueillis? Comment c'est passé? Est-ce que vous avez des renseignements ou des choses là-dessus? À ce niveau-là, c'était un peu tout mélange. On ne se fréquentait pas, mais il n'y avait pas de truc, on savait qu'il y avait des pilotes. Mais ça, je l'ai vu dans la revue Le Canal, c'est là où on voit ceux qui arrivent, ceux qui sont nouveaux pilotes, ça, ou les pilotes qui partent, et il y avait de plus en plus, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait régulièrement des pilotes égyptiens qui étaient embauchés, quoi, qui étaient... En 56, il y en avait déjà commencé. En 56, parce que je parle d'avant, quoi. Non, je veux dire progressivement, ça s'est égyptianisé, la compagnie. Oui, c'est ça. Oui. Et les Grecs, on a fait toute une enquête sur les Grecs où on est aperçu qu'ils jouaient un rôle, mais intermédiaire, des Grecs. Est-ce que vous avez des rapports avec, y compris dans les classes d'ailleurs, avec les Grecs ou les Italiens? Moi, j'ai l'impression que nous, les familles, on sortait entre Français, que tous les amis, c'était des Français. À l'école, on il y avait des amis, il y avait un peu de tout, quoi. Mais après, vraiment, les vrais amis avec qui on allait jouer, sortir, pour moi, c'est que des Français, quoi. Pour moi, les Grecs, l'image que j'avais des Grecs, c'était les commerçants dans la rue principale. Les commerçants négréliques, oui. Voilà, c'était l'image. Alors, il n'y avait pas que de ça, mais c'était l'image. Mais on l'appelait le village grec. Il y avait un village grec, oui, mais enfin, dans la rue commerçante, c'était très souvent des on Grecs. disait village grec, c'était pas un village, mais là, parce qu'il y avait beaucoup de commerçants grecs, c'était les Grecs, après les Arabes. Notamment, vous avez tout à l'heure, quand nous parlions à bâton rompu, vous avez évoqué cette répartition d'Ismaïlia. Comment ça se composait? Comment est-ce que, si vous décriviez Ismaïlia, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les villas, toutes les habitations de la Compagnie du Canal, hein. Il y avait des belles villas et puis des choses plus petites pour les employés qui avaient moins de grade, tout ça, et qui étaient dans la partie est, si vous voulez. Après, il y avait tous les magasins, il y avait toutes les deux, la place Champollion et puis l'autre place, là. Il y avait des magasins et tout. Et après la gare, après l'avenue de l'Impératrice qui allait jusqu'à la gare et qui allait jusque chez vous, là, de l'autre côté, ça commençait plutôt à être arabe. Alors, au début, il y avait quand même des immeubles et tout ça, puis après, petit à petit, c'était vraiment les quartiers arabes. Très cloisonné quand même. Il y avait la ville européenne, il y avait le centre qui était plus cosmopolite parce que les commerçants n'étaient pas des Français européens, et il y avait la ville arabe. Mais la ville arabe, on n'y allait jamais. C'était eux les majoritaires, mais on n'y allait jamais. Et pour nous, les Arabes, honnêtement, s'il fallait aller faire un court-circuit très rapide, pour nous, les Arabes n'existaient pas. Oui. Voilà. Oui. Il faut reconnaître qu'on a vécu là-bas. On avait un camarade arabe en classe, il y avait bien quelqu'un avec qui on allait éventuellement ici ou là, le coiffeur était arabe, mais voilà. Mais les Arabes ne faisaient pas partie de notre quotidien. Alors, vous avez employé le mot cosmopolite. Mais la carte est terminée. Ah bon, bah alors. Mais on va le faire. On va vous aider. Ça marche vos micros là. C'est formidable, hein, et c'est beaucoup mieux parce que ça aurait été infernal. Ah oui, de se le passer comme ça. Non, c'est très bien. Ah, s'ils entendent bien. S'il entend bien. C'est pas que dans ses écouteurs qu'il entend. Alors, on a évoqué, et c'était original, vous êtes le premier à en parler, donc 52, les incidents de 52, et 56, vous m'avez dit que vous avez quelques anecdotes. Alors, donnez-moi... Les anecdotes personnelles que j'ai eues, on habitait, comme on vous le dit, il y avait alors ce qu'on appelle la ville européenne, ce qu'il a appelé les villas, etc., où tous les Européens étaient. Et là, je dirais grosso modo, il ne s'est rien passé, ils n'ont rien vu, s'ils n'allaient pas ailleurs, il ne s'est rien passé. Nous, on habitait, comme je vous ai dit, près de ce qu'on appelait la marine, c'est-à-dire près du lac. Et pour aller en ville, dans le centre-ville, il y a un canal d'eau douce qui alimente qui a servi d'ailleurs à construire le canal de Suez pour amener par péniche des tas de matériaux, des tas de trucs. Donc, il y a un canal d'eau douce qui nous séparait, nous, du centre de ville. Et pour y passer, donc il y avait juste une écluse à cet endroit-là. Une écluse et un pont-levis. Et c'était un point stratégique pour les Anglais
pour pouvoir aller surveiller la ville. Donc ils avaient installé là un poste avec un fusil mitrailleur et puis une petite auto-mitrailleuse, mais découverte, hein, pas un gros tank, un petit machin, un véhicule militaire très léger. Et ils étaient une dizaine là pour garder le pont, pour éviter qu'on leur fasse sauter le pont, qui était un moyen de passer qu'ils n'auraient pu. Donc, et nous, on était obligés, moi j'étais obligé de passer tout le temps là. Et un jour je suis passé, dans cette période, et derrière moi j'avais fait 200 mètres, j'étais à vélo, même pas 200 mètres, j'étais encore dans l'axe de la rue, le pont a sauté. Il y a eu une bombe, et les Anglais qui gardaient le pont, je ne sais pas s'il y a eu des morts ou pas, parce que moi j'ai filé à vélo le plus vite possible, et je me suis réfugié à l'abri d'un petit mur. Mais on voyait les balles qui traçaient, alors ça a tiré dans tous les sens pendant je ne sais combien de temps. Mais là, par rapport à l'axe du pont, et c'est pour vous dire qu'on est quand même un peu inconscient. Quand on est loin, on a l'impression que quand on est... normalement, je ne me suis pas mis dans une cave, enfin, etc. Or qu'on regardait, c'est de nous amuser, ça m'amusait. Et puis j'étais avec 2-3 Arabes et on était là collés contre un petit mur. Et ça nous amusait de voir les balles qui faisaient tomber les feuilles de tous les arbres de la place. Et les arbres étaient, de temps en temps, il y avait des balles qui arrivaient dessus, ça nous amusait de voir les balles parce qu'ils tiraient dans l'axe pour le... Bon, voilà, donc, et après, on est resté là, mais il a fallu s'en sortir. Et il y a quelqu'un qui est venu nous chercher, c'était M. Callas. Et mes parents appelaient, parce que du canal du Cercle où j'étais, j'ai dit, je suis coincé là, moi je ne peux pas rentrer à la maison. Et puis le truc, comment on fait? Alors c'est un ami de mes parents qui est venu me chercher, je me souviens, on a roulé, moi ça m'impressionnait là, parce qu'on a roulé à 120 ou 150 dans les rues pour aller chez lui à toute allure, pour aller dans ces endroits qui étaient abrités, la ville européenne, plus calme. Une fois qu'on a eu traversé cette grande avenue où ça tiraillait, voilà, ça a été... Oui, puis il n'y avait pas d'anglais là-bas, donc et puis pas d'attentat, quoi. Alors ce qui m'amène à poser une question, d'ailleurs on a évoqué, pourquoi vos parents, c'était original pour vos parents d'habiter donc un peu en dehors, entre, si j'ai bien compris. C'est la proximité de la marine pour mon père. Il n'a jamais été... Oui. La compagnie du canal était assez hiérarchisée. Plus vous étiez haut dans la hiérarchie, plus vous aviez droit à une belle maison. Et quand vous n'étiez pas haut dans la hiérarchie, vous avez le droit à une petite maison. Il y a une anecdote avec Claude François que je pouvais vous raconter si ça vous intéresse. Mais enfin là, j'en arrive là. Et mon père n'était pas très... Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ça l'agaçait, cette espèce de hiérarchie affichée, suivant si on est haut placé, on a le droit à ça, etc. Donc il n'a pas voulu, alors qu'il était pilote-major, il était le plus ancien et le patron des pilotes, enfin le patron, si on peut dire, il n'était pas patron parce que c'est pas lui qui dirigeait, enfin il était le pilote et il ne voulait pas, voilà. Donc on s'était mis là, il était à côté de la marine parce que ça l'amusait d'aller voir le trafic dont Paul parlait tout à l'heure, où les gens tiraient des tirets, ça l'amusait de voir où étaient les bateaux, où ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme information. C'était un plaisir pour lui de passer une demi-heure, 1 heure avec les gens, et je l'accompagnais. Voilà. Donc il a choisi d'être là, et il se trouve que cette maison près de la marine, il y a le lac Timsat, si on regarde la photo, n'est pas dans la ville européenne. Mais il n'est pas dans la ville arabe non plus. Hein. Mais pour aller dans la ville européenne, il fallait traverser un pont et traverser le centre-ville de cette rue commerçante où il y a tous les Grecs, enfin tout dont je vous parlais. Donc, alors, voilà. Vous ouvrez et j'ai ouvert la parenthèse sur Claude François. Alors, parlez de Claude François, puis après on a été en classe, moi j'ai été, c'est un ami, j'ai des photos, même si ça l'intéresse de moi avec lui, de nombreuses photos, et on était très amis. Son père, bien qu'on ait eu raconté dans un film ou je ne sais où qu'il avait un poste important à la compagnie du canal de Suez qui était Charlie, ce n'était pas du tout le cas. Et il avait, à une période donnée, une belle maison, parce qu'il y avait des disponibilités, il a pris une disponibilité. Ceci étant, il y a eu de plus en plus de monde, le canal s'est développé, et on l'a foutu dehors de cette maison pour le mettre dans une petite maison, parce qu'il n'avait pas le rang pour occuper une maison de ce niveau-là, alors qu'il y avait vécu une quinzaine d'années. Et il y a une plaque qui paraît sur cette maison maintenant. Voilà. Alors maintenant, oui. Non, c'est rue, c'est pas maison, c'est rue. C'est pour vous dire que, je faisais une parenthèse sur la hiérarchisation, si, et vous posiez la question, pourquoi votre père n'a pas choisi d'être dans la ville européenne? Mon père, par tempérament, était un peu... Un peu de gauche. Un peu de gauche, quoi. Si on dirait un peu de gauche, ou un peu révolté, enfin...
il n'était pas de gauche, parce que c'était pas de la... Mais enfin, il n'aimait pas du tout cette hiérarchie qui s'affichait sous prétexte qu'on était chef de service. Eh bien, il fallait se comporter comme ça, être habillé comme ça. Il n'était ni de gauche ni de droite. Il paraît que ça se fait très bien maintenant. Maintenant, c'est la mode. Enfin bref, c'est pour ça qu'on n'y habitait pas, c'est pour ça que j'ai passé le pont, c'est pour ça que je suis passé un jour où il y a eu cette bombe qui a explosé juste derrière, où j'ai cavalé et on me ramenait. Et le deuxième anecdote de cette période-là, j'étais chez un ami qui n'était pas dans ces villes-là non plus dont il parlait, parce qu'il y en avait quand même d'autres, Il y a quand même d'autres et qui villes étaient partout. juste à côté. Vous avez entendu parler des Boulouk Nizam ou pas? Bon, enfin, il y avait des volontaires au moment de la guerre contre les Anglais, si on peut dire, pour les chasser du La canal. guérilla, Les ouais. Égyptiens avaient leur armée, mais qui était quand même très anglophile, ou bien par leurs chefs en tous les cas. Ils avaient une police qui était très anglophile ou pas anglophile, mais enfin très... Mais ils avaient des brigades de volontaires qui s'appelaient des Boulouk Nizam et qui étaient des gens qui s'étaient engagés pour mettre les Anglais dehors et qui donc étaient les fomenteurs d'attentats, etc. Et il y avait une caserne et les Anglais leur avaient demandé un jour de se rendre parce qu'ils en avaient marre. Enfin, ils en avaient marre, je les comprends, hein, c'est normal, mais bon, ceci étant sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais eux n'avaient pas envie de se faire tuer. Et donc, pour ne pas se faire tuer, ils avaient décidé de... Et ils ont encerclé cette caserne de Boulouk Nizam en leur donnant l'ordre de se rendre. Et cette caserne se trouvait, la rue, juste, il y avait la maison de mon ami chez qui j'étais, et il y avait la caserne qui était là. Et ils l'entendaient, mais alors là, c'était avec des chars Centurion, enfin, ils ne s'étaient pas allés avec des petits pistolets mitrailleurs, c'était des chars Centurion qui étaient venus autour. Et ils leur ont donné l'ordre de se rendre et de rendre leurs armes et de se rendre. Et les autres ne se sont pas rendus. Ils ont tiré. Ils ont tiré, ça a été je ne veux pas dire un carnage, mais enfin il y a eu quand même 30 ou 40 ou 50 morts du côté égyptien et 3 ou 4 du côté anglais. Et ça s'est passé. Et nous, alors là, on s'est planqué carrément parce que ça tonnait, ça tiraillait de tous les côtés. Mais ça n'a pas duré parce qu'une fois que les chars Centurion ont eu tiré leurs dizaines d'obus ou 20, j'en sais rien, et puis que ça a tiré de tous les côtés, ça s'est calmé. Une fois qu'il y a eu 50 morts et tout, la tension est retombée. Et donc, une fois que c'était fini, on a dit c'est calme, tu peux rentrer. Et je rentrais quoi. Bon, c'est pour vous, c'est amusant quand même quand on a le recul par rapport aux gens quand ils sont loin, ils ont l'impression qu'il s'est passé, qu'on était en danger. On l'était. Mais on ne s'en rendait pas vraiment compte là-bas. Il y avait des couvre-feux. Couvre-feu, il ne faut pas sortir ce soir, il y a couvre-feu. Il y a couvre-feu, on ne sort pas, quoi. Mais pas pour ça qu'on est traumatisé. Alors, je vais quand même creuser un tout petit peu, quelques minutes ou quelques secondes. C'est ce père qui expliquait qu'il trouvait cette hiérarchie, disons cet affichage Mais c'était mauvais. C'était son tempérament, effectivement. Et vous le disiez, ça, qu'il trouvait... est-ce qu'il y avait d'autres gestes qui montraient cette espèce de réserve? Oui, il avait une révolte. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient des beaux jardins, et notamment Ménessier, enfin les chefs de service, qui avaient des belles maisons avec des grands jardins, etc. Et nous, on avait un jardin pourri. Très honnêtement, c'était absolument pourri. D'un côté, on ne s'occupait de rien du tout, et de l'autre côté, on n'y allait pas. Et il y avait un gazon et un chien qui se baladaient là-dedans. Donc, je veux dire que c'était pas... c'est tout. Et c'était inscrit pour le concours du plus beau jardin d'Ismaïlia, parce qu'il y avait des jardins fantastiques. Mais c'était pour se foutre un peu de la gueule. Voilà. Non, il avait un peu ce tempérament-là. Mais la hiérarchie dont parle mon frère, il faut dire aussi que les grands chefs ou les petits chefs ou les gratte-papiers européens, français et tout ça c'était en dehors du service, c'était pareil, il n'y avait pas de discrimination. Ils étaient reçus, on était reçus de la même façon. C'est là-dedans que ça sonne. Attendez. Il a la même sonnerie que le mien. Il a la même sonnerie que le mien, c'est pour ça. Veuillez m'excuser Non, de c'est cette... interruption. Alors, vous avez interrompu. Non, je disais que bien qu'il y ait eu une hiérarchie, peut-être dans l'attribution des logements, je ne m'en souvenais pas trop de ça, mais enfin c'était vraisemblablement vrai, sûrement. Mais il faut dire que quand il y avait des soirées au canal ou... Des Égyptiens qui avaient à peu près
enfin non, 56, il était évidemment plus jeune que vous, mais à peu près, disons qu'il avait 13-14 ans, donc il était très conscient. Donc on leur a posé la question, ben, écoutez, vous parlez très bien le français, il y a des gens qui parlaient remarquablement le français, bon, comment se fait-il que vous continuez, entre guillemets, à être francophile? Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'ils en veulent terriblement, bien entendu, aux Israéliens, hein, encore un point très fort, mais très fortement aux Anglais. Est-ce que vous avez le sentiment, enfin, vous voyez qu'on est très frappé de voir, y compris chez les Égyptiens, une vraie francophilie. Oui, et une francophilie de base. Oui. Alors, est-ce que vous avez des témoignages de ce point de vue? Il n'y avait pas d'armée française, c'était l'armée. Les Anglais étaient ils avaient leur armée. Oui, mais c'est francophile depuis longtemps. Et L'Égypte, il y a autres, Napoléon. Enfin, la France a toujours aimé beaucoup l'Égypte. Je crois que ça ne me surprend pas du tout. Les autres étaient plus des adversaires. Oui. Et les Français ne l'étaient pas. C'est une erreur ils oublient presque que les Français y étaient. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. J'ai l'impression. Hein, si oui, vous oui, dites, non, mais c'est vous qui... Voilà, vous avez une vue d'ensemble beaucoup plus grande. Voilà. Oui. Mais moi, je vais vous poser une question, parce que vous avez interviewé des Grecs, etc. Vous me parliez quand vous parlez de cosmopolitisme, des mariages franco-grecs ou franco-italiens, moi je voudrais en trouver un, j'en trouve pas. Vous avez raison. Bon, donc le cosmopolitisme, oui, ça dépend de quoi on parle. Jouer aux billes avec quelqu'un qui a 12 ans avec vous et qui habite pas très loin de chez vous, et il y a un terrain vague où on se retrouve, oui, je suis 1000 fois d'accord, il y a au-delà de là, la fréquentation, ça s'arrêtait. Les jeunes filles, il n'y a pas eu de mariage mixte, je ne connais pas. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'en sens inverse, puisque vous avez interrogé des Grecs, est-ce qu'ils considéraient les Français comme étant des... Oui. Il y avait les Français et les Grecs. Ah ben voilà. Oui, on est quand même C'est-à-dire qu'il faut le voir de l'autre côté. Les Français ne s'en rendaient pas compte là-bas. On était... C'était nous. Vous avez complètement raison. Mais eux, je voudrais voir leur perception. Et c'est ça leur perception. Mais ça. Si vous voulez, c'est... D'ailleurs, s'il y a... Globalement. Il y a eu des... Si vous voulez, les Grecs se considéraient comme Grecs et Égyptiens, et même parfois, quand on les interrogeait, ils disaient qu'ils étaient Égyptiens-Grecs. Oui. Et on a même le témoignage d'une jeune femme qui, bien entendu, n'est maintenant plus du tout jeune, hein, qui même a pris parti pour Nasser, hein, en 52 ou 53, enfin, et qui a même fait partie, hein, Nasser voulait faire une sorte d'élite de jeunes femmes qui s'engagent dans l'armée, et elle s'était même en tant que grecque engagée dans l'armée. Vous voyez, c'est des choses comme ça, voilà. Tout à fait. Voilà, oui, tout à fait. Donc, si il y a quand même une grosse francophilie, mais plus c'est égyptien que presque sur les Grecs ou Italiens. Il restait grec, égyptien, etc. Mais ils avaient fait le choix plutôt grec égyptien que grec français. Parce qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens qui étaient égyptiens francophiles, dans l'autre sens. Quoi. Tout à fait, absolument. Mais ça ne m'étonne pas qu'eux le ressentaient comme ça. Quoi. Oui, tout à fait. Et quand vous êtes, vous, dans le haut, vous ne le ressentez pas, vous dites c'est normal, moi je ne vais pas dans la rue, je ne les insulte pas. Donc je ne vois pas pourquoi il... Mais il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité, mais de notre part, vis-à-vis d'eux, il n'y a pas d'animosité, sauf si vous empoisonnez. Mais je ne suis pas certain que de l'autre côté, il n'y a pas une certaine amertume, quoi, une certaine rancœur. Non. C'est assez frappant, oui. Il y a une sorte d'idéalisation, il est vrai qu'on a interrogé des gens du Ghana, et donc à la limite, ils ont, même les Égyptiens ont, ce que je disais tout à l'heure, la jolie mémoire. Hein. Oui. Parce que, si vous voulez, soyons clairs, les Égyptiens aussi au canal étaient des privilégiés par rapport au reste. Et ceux qui ont remplacé les Français, ils les ont remplacés dans les villas quand on y est retourné. Ils occupent toutes les villas et ils sont contents de vous recevoir. Ils vous voient dans la rue, ils se disent tiens, c'est quelqu'un qui a été là. Et ils cherchent à vous alpaguer pour... Mais simplement, en allant dans le bas, les Égyptiens, mettons le cuisinier, le jardinier qu'on avait, combien de fois ils allaient voir ma mère en disant j'ai mon cousin qui est là, est-ce que vous ne pourriez pas le faire engager et tout. De se faire engager pour un Égyptien, de se faire engager comme n'importe quoi à la compagnie, ils étaient tranquilles, quoi. C'était l'État dans l'État, hein, la compagnie. Hein. Bien, je crois qu'on peut maintenant arriver, à moins qu'il y ait une question. Enfin, si on arrête toujours souvent trop tôt. Mais enfin, bon, je pense que maintenant on a bien vu. D'abord, vous commencez peut-être à être fatigué. Je l'arrête là. On arrête.